chère grande petite Cécile. Non, je reprends ce qu'a dit le chanteur Mathias Malzieu dans la préface à votre dernier livre de poésie, En l'absence du capitaine, que nous évoquerons notamment au cours de cette soirée. Nous sommes avec Cyrielle Betteny et toute la bande de Démo et Débat, et le public, je crois, très heureux de vous accueillir ce soir dans ce forum qui est un peu la pièce centrale de Puzzle. Merci à la nouvelle directrice de ce tiers-lieu, Anne Guillou, et à son équipe. Merci également à nos partenaires, la ville de Thionville, le CME, le Crédit Mutuel des enseignants de la Moselle. Mais merci aussi à notre libraire habituelle. Elle va paraître tout à l'heure, Anne-Marie Carlier, de la librairie Autour du Monde. Pour préparer cette soirée, nous vous avons demandé, Cécile, de vous définir en 6 mouvements. Une image, un mot, un livre, une musique, une personnalité, un lieu. Ces 6 mouvements rythmeront notre rencontre. 6 mouvements, beaucoup d'autres battements de cœur ou de moments de vie, nos questions à nous et celles du public, et bien sûr quelques vers de poésie à voix haute. Nous parlerons de vos romans et de votre poésie, d'écriture et de lecture, de paysages et de Marguerite Yourcenar, d'un petit village de la Drôme et d'un chanteur solitaire. Et peut-être même que vous aurez envie d'ouvrir la petite boîte noire qui est là pour voir ce qui s'y cache. C'est quand vous voulez, mais pas maintenant. À la fin de la rencontre, je vais expliquer ce qui s'est passé la dernière fois qu'on m'a filé une boîte en me disant « Ouvrez-la, vous allez voir ce qu'il y a dedans ». C'était tellement immonde ce qu'il y avait dedans. Ça fait genre 15 ans que j'ai pas ouvert une boîte noire avec un truc dedans. Franchement, j'espère que vous avez un petit niveau, hein, parce que c'était vraiment dégueulasse. Je vous dirai à la fin ce qu'il y avait dedans. Vous verrez, c'est très bien. Pour débuter cet entretien, il fallait quelque chose qui ressemble à un portrait original et pas une bio à la Wikipédia. Mais comment faire le portrait d'une Cécile Coulon ? J'ai demandé à quelqu'un qui vous connaît bien, qui vous suit et vous accompagne depuis une douzaine d'années, qui ne soit pas moi. Cette personne est là. Elle a été longtemps une des forces vives des éditions Viviane Ami, maison d'édition où vous avez publié 5 romans. Elle est aujourd'hui une des 4 femmes de l'agence littéraire Tram où vous êtes. Et je lui dois quelques découvertes littéraires et musicales. C'est Cécile Coulon qui va s'approcher par ici. Sylvie Pereira, pardon. Pardon. Chère Sylvie. Donc voilà, la première fois que j'ai lu un Cécile Coulon, c'était sur l'insistance de Sylvie Pereira. Et t'as dit des trucs sympas, hein ? Je sais pas, parce qu'en fait, j'ai pas réussi à le faire. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien ? C'est très difficile pour moi de faire ton portrait, en fait, je te l'avoue. Quand Pascal m'a appelé et m'a dit « Écoute, puisque tu viens, je vais te demander un truc. Est-ce que tu peux faire un portrait de Cécile ?» Moi, c'était il y a un mois. Je fais « Bien sûr, t'inquiète pas. » Non, mais tout va bien. Je me suis dit « J'ai le temps, tu vois. » Et en fait, j'y ai pas repensé. Et puis, la semaine dernière, il m'appelle. Il me fait « Mais t'as préparé un truc ?» Je fais « Ouais, t'inquiète pas. » Puis, il a rappelé. Il me fait « Mais t'as préparé un truc ?» Mais ouais, t'inquiète pas. Mais pourquoi tu... Non, mais... Bon, écoute, je sais pas, t'as un exemple ? Alors là, le truc qu'il faut jamais faire. Hein. Pascal m'envoie un exemple, et c'est Paul, l'exemple, à la rencontre avec Lydie Salver à laquelle vous avez peut-être assisté. Et là, je me suis dit, waouh, mon Dieu, le niveau. Non, mais pardon, non, mais c'était vachement bien. J'étais là, mais je suis incapable de faire ça. Et voilà, bravo Paul d'ailleurs, mais j'étais incapable de faire ça. Et en fait, faire le portrait de Cécile, pour moi, c'est très compliqué parce que, comme vous l'avez compris, moi, je la connais depuis très longtemps. J'ai été sa première attachée de presse, sa relation libraire. J'ai travaillé sur tes textes aussi. Et ensuite, j'ai quitté les éditions Viviane Ami et puis elle m'a suivie. Donc, hier, en y repensant, j'étais assez émue, en fait. Moi qui ne suis pas très émotive, alors hier, j'étais un peu tendue, mais pour d'autres raisons, j'étais un peu fébrile. Et là, je me suis dit, c'est compliqué parce qu'en fait, Cécile, quand je l'ai rencontrée, elle avait 19 ans. Moi, j'en avais 29. Et en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, on a grandi ensemble, en fait, vraiment. C'est-à-dire que moi, pratiquement toute ma vie professionnelle, même si ça fait bientôt 18 ans que je suis dans l'édition,
je l'ai faite accompagnée de Cécile et vice-versa. Donc c'est très dur. Et vous dire qui est Cécile Coulon, moi je ne peux pas vraiment vous dire qui elle est, parce que Cécile, malgré tout, est assez mystérieuse. Par contre, je peux vous parler de ma Cécile Coulon. Donc ça va être ma Cécile Coulon. Et en fait, j'ai pris quelques notes. Du coup, j'étais là, attends, mince, j'en parle à mon compagnon. Je fais, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Bon, alors, ok, ça fait 13 ans qu'on se connaît. Ok, j'ai commencé dans l'édition. J'avais très peu d'expérience. On a grandi ensemble. Tout ça. J'étais, mais mince, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis dit, bon, déjà, j'avais envie de pleurer et en même temps, envie de te faire rire. Donc, j'ai cherché sur Internet comment me présenter, comment faire. Alors, le portrait de Wikipédia. Bien sûr. Je me suis dit, bon, tout le monde sait qu'elle est très jeune. Enfin, elle est plus tant que ça. Parce que ça, c'est un truc que je lui disais souvent quand elle écrivait. Je fais, n'oublie pas que tu n'auras pas toujours 20 ans. N'oublie pas. Fais attention. Donc, en fait, je me suis dit, tiens, on va un peu déconner. Donc, je disais le questionnaire de Proust. Alors, si elle était une qualité. Eh bien, Cécile, c'est la qualité qui me vient à l'esprit. La première, c'est la générosité. Vous le voyez dans ses livres, hein, je veux dire, c'est... hier, je disais à Pascal, ça va être terrible parce que j'ai envie que les gens l'aiment. En fait, ils l'aiment déjà, mais en fait, ils vont l'aimer encore plus parce que je ne sais pas quoi dire d'autre que des choses très gentilles sur toi. Et son défaut, bon, elle est auvergnate, mais ça, on va passer. Si elle était un mets, je dirais un fromage, forcément. Un paysage, un volcan. Hein, les volcans d'Auvergne, bien sûr. Le sport, la course à pied, parce que je l'ai déjà vue transpirante en festival. On boit des verres jusqu'à pas d'heure. Et puis elle, le matin, elle est là, elle arrive. Nous, on est là, on est en train de... En gueule de bois, et elle a couru pendant 1 heure. Et puis, t'arrives toujours des aventures en plus. Ouais. Tu veux raconter? Vas-y, continue. Là, il faut que tu racontes. Et j'étais là, une fleur, anémone des Alpes, tu sais, ces petites fleurs blanches de montagne, etc. Ok, l'animal, un petit chiot, parce que toi, t'aimes bien jouer, t'aimes bien qu'on te fasse des caresses. Ouais, voilà. Quand même sur le... Voilà. Et puis, donc voilà, donc je continue. Et puis après, avec mon compagnon, pareil, on commence à plaisanter. On fait, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, c'est de prendre toutes les lettres de ton prénom et de ton nom et de. Tu vois, je me suis dit on va se faire un truc un peu olympien et tout. Je me dis, Cécile Coulon, c'est quand même très long, donc j'ai pris que Coulon. C'est comme caractère, parce que Cécile, c'est l'énergie, c'est la vie. Elle sait ce qu'elle veut et elle m'a toujours énormément surpris par sa maturité quand je parlais avec elle ou même quand je lisais ses livres. Je me disais, mais quel âge a cette fille, quoi? Elle a 80 ans en fait. C'est vrai. Et c'est ce que disait Viviane un peu, tu vois, t'es une vieille dans un corps de jeune. C'est comme campagne, c'est une fille de la campagne. Et on se disait ça tout à l'heure, d'ailleurs, elle me disait que j'avais peur des araignées. Je disais, mais attends, tu rigoles ou quoi, une fille de la campagne? Comment tu peux avoir peur des araignées? Parce qu'en fait, elle aime les espaces verts, ouais, mais elle est affable. Elle n'aime pas le superficiel, et c'est la simplicité, et c'est la fidélité. Obstination. Elle est obstinée dans le travail, mais aussi dans ses relations, dans l'attachement tenace qu'elle ressent pour les gens qu'elle aime. Ombre, parce que ombre, c'est ce qui l'intéresse dans ses personnages. Les anti-héros, ceux dont on ne parle pas forcément et qu'on ne voit pas forcément. Universalité. Elle s'intéresse à ce qui concerne et bouleverse tous les hommes. Comme ultraviolet, c'est ce qui est invisible à l'œil nu et qu'elle aime disséquer et montrer. Elle comme littérature, parce qu'elle est faite pour raconter des histoires. Loyauté, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, Cécile, quand j'ai quitté les éditions Bien Ami, je lui ai pas dit ce que j'allais faire vraiment, et elle m'a dit, écoute, où que tu ailles, quoi que tu fasses, moi je te suis. Et elle savait pas que j'allais créer cette agence, elle savait pas ce qu'on allait devenir, elle savait pas ce qu'on allait faire, elle savait pas si ça allait marcher. Heureusement que tu m'as pas dit, on va vraiment faire un élevage de chèvres, parce que j'aurais été obligée de suivre. Et elle m'a suivie. O comme... Il y avait encore un O, je me suis dit, mince, il y a encore un O. Original, parce que c'est ce que je dis tout le temps, c'est que tu ne ressembles à personne dans la littérature française et que personne ne te ressemble, et c'est vrai. Et c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai parlé avec sa maison d'édition et qu'on définit des stratégies ensemble pour parler à la presse, parce que c'est quand même pas son premier roman et qu'elle a déjà écrit quand même pas mal pour son jeune âge. Et je disais, mais vous vous rendez pas compte, qui a la carrière de Cécile Coulon aujourd'hui? Qui, à 30 ans, a la même carrière que Cécile Coulon? Qui
continue de progresser de livre en livre. Qui? Je veux dire, mais qui? Enfin, je veux dire, c'est un phénomène. Donc, c'est juste, voilà, tout parle pour, enfin, ces livres parlent pour elle, c'est que parle pour elle. Et à chaque fois, je dis, mais dites-le, dites-le que personne ne lui ressemble et qu'elle ne ressemble à personne. Et puis aussi d'optimisme parce qu'elle a tout le temps le sourire. C'est jamais quelqu'un, c'est vrai. Elle fait toujours du bien. C'est-à-dire quand on la voit, après, on est bien. Haine comme nature, parce que la présence des paysages, bien évidemment. Et parce que toi, tu es hyper nature, et c'est ce que j'aime chez toi. Nécessaire, haine comme nécessaire, parce qu'elle m'est nécessaire. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, parce que Cécile, c'est pas une amie, c'est pas une sœur, c'est pas une autrice, c'est beaucoup plus que ça. Et ça, c'est vraiment Viviane qui disait la relation qu'on a avec les auteurs. C'est pas des enfants, c'est pas des amants, c'est pas des amis, c'est beaucoup plus que ça. Et au long de ces années, je peux dire que je crois que c'est beaucoup plus que ça. Et donc voilà, donc on continue, et après je me dis, bon allez, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Eh bien, que des anecdotes. C'est pour ça que je vous parle que de ma Cécile. Je suis désolée, mais en même temps, je pense que vous allez l'aimer encore plus après. Mais Cécile, c'est que des souvenirs. L'arrivée dans la cour de la Maison Brûlée, finalement, je suis la première à l'avoir rencontrée. Parce que j'arrive dans cette cour, et où il y avait les éditions Villamy, qui s'appelle la cour de la Maison Brûlée, dans le 11e arrondissement de Paris. Et je vois cette jeune femme, à la peau très blanche, il n'y avait pas autant de tatouages, très très blonde, avec un chapeau. Je dis, vous êtes Cécile Coulon? Oui, suivez-moi. Et puis elle était toute timide, et en même temps un charisme déjà incroyable. Et ça, je me dis, Viviane, elle a quand même un super flair, parce qu'elle ne s'était pas trompée. Et puis j'ai un autre souvenir, c'est Saint-Malo. Saint-Malo, où on se raconte nos histoires d'amour complètement saoules. Donc je lui racontais des trucs, mais bon, ça c'est un truc aussi, c'est que c'est une vraie pipelette, mais elle sait garder les secrets. La première grande librairie avec Bunel, il y avait ta mère dans le taxi. Je sais pas si j'avais plus peur de Bunel ou de ma mère. Ou de moi. Ou de toi. Ouais. Et moi, j'étais le vrai coach, quoi. J'étais là, vas-y, tu dis ça et te laisse pas faire et tout et tout. Et je sais qu'à ce moment-là, je t'avais conquise parce que j'avais conquis ta mère, un peu comme dans les histoires d'amour, tu sais. Voilà. Ma mère m'avait dit, après, si tu veux te marier avec Sylvie Pereira, moi, je suis hyper d'accord. Vraiment, n'hésite pas. Il y a la lecture du Roi n'a pas sommeil. C'est un livre qui a aussi changé ma vie parce que c'est un des livres avec lesquels j'ai le mieux réussi en tant qu'attachée de presse, je crois. Enfin, en tout cas, c'est le premier avec lequel j'ai vraiment réussi, je crois. Enfin, si on peut dire réussir, mais en tout cas, voilà, j'étais convaincue. Wow, on va pas tomber. Un voyage en train aussi, où j'ai compris qu'elle écrivait de la poésie, bien avant la poésie que vous connaissez. C'est qu'en fait, on partait, je sais pas où est-ce qu'on partait, et puis on parlait ensemble, on discutait, et puis elle écrivait en même temps des vers. Je disais, mais elle est bizarre. Puis elle me dit, tu crois que ça, c'est bien? Et j'étais là, ouais, c'est super. C'était une fulgurance, quoi. Je disais, mais on est en train de discuter d'autres choses, et t'es en train d'écrire en même temps, on est dans un train, je comprends pas. Le talent. Et puis Cécile Coulon qui cache ses tatouages à sa mère à Montpellier. Pardon de rappeler ça. Tu te rappelles ou pas? Oui. Elle était là, genre, attends, on le voit là ou pas? Je dis, mais comment ça se fait? Comment tu fais pour les cacher à ta mère depuis tant d'années? Tu te souviens ou pas? Ouais, cette honte que tu es en train de me mettre devant les gens. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai caché beaucoup de choses à mes parents, notamment mes tatouages à Montpellier, alors qu'il faisait 33 degrés. C'était pas facile. Il y avait toute ta famille, je crois qu'il y avait une tante et tout, bref. Oui. Donc ça, c'est des souvenirs comme ça. C'est pour ça que je sais pas qui est Cécile, je connais que ma Cécile. Et puis Cécile, c'est toujours celle qui a un petit mot sympa quand ça va pas. Cécile, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une sacrée pipelette, mais en fait, elle est au courant de tous les ragots. À chaque fois, c'est elle qui me met au courant de tous les ragots de l'édition, mais en fait, elle sait garder des secrets aussi. Cécile, quand elle vous a choisi, c'est pour la vie, je crois. Et puis, c'est celle qui vous fait découvrir des films, c'est celle qui vous fait découvrir des livres. Et puis, c'est celle qui vous donne toujours envie de rire, même quand ça va pas. Et puis, c'est celle qui met de la poésie partout. Et puis après, je vais finir par un truc pour te faire rire quand même. Je me suis dit, je vais regarder comment on reconnaît un bon Saint-Nectaire. Le bon Saint-Nectaire, au toucher, la pâte doit être souple et onctueuse. Son odeur doit être celle d'une cave naturelle. Et son goût doit avoir une délicatesse de noisette. Mais ça, c'est ma Cécile Coulon. Merci, ma chère Sylvie. Ah là là. Je vais raconter une anecdote quand même, parce que quand j'étais plus jeune que maintenant, on va faire avec Sylvie, c'était pour Le Roi n'a pas sommeil,
Et c'était le premier grand média que je faisais à l'époque. Et c'était une émission sur France Inter qui s'appelait... C'était Kathleen Evin. L'humeur vagabonde. Okay. Et je me souviens de Sylvie qui était au taquet. Et on y va. Elle me dit, c'est vraiment très bien comme émission. C'est vraiment une interview de haute volée. Et elle me dit, 2 minutes avant de rentrer dans la salle, elle me dit, par contre, tu dis pas que tu regardes Koh-Lanta à Kathleen Evin. C'est franchement un des meilleurs conseils que j'ai reçus pour passer à France Inter. Vraiment. Merci beaucoup pour ce portrait qui me touche beaucoup. Merci beaucoup. Merci Sylvie. J'aimerais peut-être qu'on commence, Cécile, par votre poésie, par ce livre, En l'absence du capitaine, sorti au mois de mars. Mathias Malzieu le suggère dans sa préface en féminisant un vers célèbre du poète américain Walt Whitman, « Ô capitaine, mon capitaine, ô capitaine, ma capitaine ». Ce sont les vers de Robin Williams et de ses élèves dans Le Cercle des poètes disparus. C'est un film culte qui est sorti en France d'ailleurs l'année de votre naissance. Je crois qu'il a traversé les générations. Peut-être qu'il symbolise ainsi un peu ce retour en grâce de la poésie, mais on y reviendra peut-être. Qui est Cécile, cette capitaine, cette étonnante capitaine, vous l'appelez ma géante, qui est au cœur de ce 3e livre de poésie? Ma capitaine, c'est ma grand-mère. En fait, moi, j'ai grandi dans un petit village en Auvergne qui s'appelle Saint-Saturnin, qui rappelle le canard, pour ceux qui connaissent le canard. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents ne sont pas du tout auvergnats. Ils sont venus s'installer là pour le travail, ils ne sont jamais partis. Et mes grands-parents, qui sont corréziens, sont venus s'installer à 150 mètres de chez mes parents quand mes frères et moi sommes nés. Et déjà, pour moi, je me suis dit, il faut quand même que ces 2 personnes plus âgées que mes parents nous aiment beaucoup pour venir s'installer juste à côté pour s'occuper de nous. Donc pendant 29 ans, ma grand-mère était vraiment la première personne que je voyais le matin après mes parents. Et parfois, c'était la première personne tout court que je voyais le matin parce qu'on dormait chez mes grands-parents. Et c'était vraiment quelqu'un, mais qui était d'une justesse, c'est-à-dire qui était capable, qui venait d'une ferme corrézienne, donc qui a vraiment un physique. Elle décrivait son propre physique en disant qu'elle était une femme faisant, avec des jambes très très maigres et un très gros buste. Et moi, j'ai été élevée par elle et mon grand-père, enfin en partie par elle et mon grand-père. Et elle avait cette justesse de, comment dire, à la fois de nous aimer énormément, de prendre soin de nous, mais sans qu'on soit jamais gâtés, sans être capable de dire ce qu'elle ressentait. Mais c'était vraiment un colosse, quoi. Et puis elle est décédée il y a 1 an maintenant. Et elle est décédée après la sortie d'Une bête au paradis. Et Une bête au paradis, c'est mon avant-dernier roman qui se déroulait dans sa ferme à elle. Et vraiment pour moi, et avant de sortir le roman, je lui ai demandé si elle voulait bien que je sorte ce roman-là. Je lui ai fait lire. Je lui ai dit, est-ce que t'es OK? Sachant que c'est pas autobiographique, je tiens à le dire, hein, mais ça se passait quand même dans sa ferme à elle, quoi. Et elle m'a dit, mais bien sûr, t'es pas du tout obligé de me faire lire, moi je suis d'accord, vas-y. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à partir du moment où le roman est sorti, son état de santé a commencé à décliner et ça s'est très vite terminé. Et moi, pendant un long moment, je me suis dit, parce que les écrivains sont des gens très égocentriques et égocentrés, je me suis dit, est-ce que j'ai quelque chose à voir dans le fait que c'est décliné si vite avec ce roman? Et j'espère pas. Mais ça m'a fait, je vais dire une phrase très bête, ça m'a fait très bizarre qu'elle s'en aille. Mais bizarre au sens où je me suis dit que tout d'un coup, le monde avait changé de forme, de couleur, et je ne sais pas que je me sentais mal, c'est que je me disais, il va falloir que je change de vie, mais je ne sais pas comment changer de vie. Je ne sais pas quel changement va venir vers moi. Et donc j'ai écrit ce recueil de poèmes qui a commencé avant sa mort, parce que je voyais que ça commençait littéralement à sentir le sapin, quoi. Et elle me le disait, elle me dit, tu sais, là, je pense qu'a priori, le prochain Noël, va y avoir une assiette vide, quoi. Ce qui est quand même une façon un peu raide de dire, je vais mourir. Ouais, c'était ce genre-là, ma grand-mère, quoi. Et je lui disais, essaye de tenir au moins jusqu'au Nouvel An, pour rigoler, quoi. Ça faisait rire que nous. Mes parents, ça faisait pas rire du tout, ce genre de phrase. Mais j'ai commencé à écrire ce recueil parce que j'allais chez ma grand-mère, je descendais la rue chez elle, et je voyais que petit à petit, elle n'arrivait plus à monter la rue. Je voyais que c'était la merde, quoi. Pardon de le dire comme ça, mais j'avais pas d'autres mots. Quand je sortais de chez ma grand-mère, je fondais en larmes et je me disais,
c'est la merde. Qu'est-ce qui va se passer? Et une semaine avant sa mort, je vais la voir. Et elle me dit, tu reviens quand? Et je lui dis, je reviens dans une semaine. Et elle me dit, je pense que ça sera trop tard. Et je lui dis, mais non, t'inquiète, à la prochaine. Elle m'a dit, il n'y aura pas de prochaine. Et une semaine après, c'était fini. Et en fait, tout ça mis bout à bout, pardon de vous raconter ma vie, mais en fait, on me pose la question, donc je réponds. Hein. Mais tout ça mis bout à bout, heureusement qu'il y avait la poésie. Heureusement qu'il y avait le fait de lire de la poésie, le fait d'écrire sur chaque étape de cette disparition qui s'est fait doucement. C'est une personne qui n'a pas disparu, c'est une personne qui s'est effacée. Et je me suis dit, pour moi, la seule manière de sortir de cet état profond de changement et d'isolement, c'est d'écrire des poèmes pour expliquer très exactement comment je me sens. Et ça a donné En l'absence du capitaine. Parce que pour moi, c'était vraiment la personne qui était au milieu du navire et qui n'avait pas grand-chose à dire pour qu'on aille à droite ou à gauche, quoi. Voilà. Je vais lire Siver. Je n'ai rien à t'apporter que moi-même, et si je suis moi-même, c'est que tu m'as longtemps porté, et dans tes bras de Corrèze, tout paraissait si droit, si rude, que j'oubliais dans cette force les béances de la jeunesse. Tu as 3 fois mon âge, et j'ai un peu de ce sang qui retient dans sa besace les blagues et les lourds événements. Ouais, il y avait un grand mélange d'immenses drôleries matinées par le drame. Et j'imagine que ce qui a donné aussi le ton de mes romans, ça a été le fait d'être élevé par ça, par ce mélange-là qui est assez difficile à décrire, mais où on peut faire une blague sur sa propre mort sans que ça fasse rire personne à part soi-même. Quoi. Mais je pense que ça a été une très bonne école d'apprentissage d'être à côté de cette grand-mère-là. Comment faire à présent que le professeur n'est plus là ? Vous posez la question dans un verre. Et j'ai pas la réponse. Ouais, je comprends. Il faut faire sa propre école, j'imagine. On va passer je parlais des 6 mouvements. On va passer à la premier mouvement qui est une image que vous avez choisie. J'aimerais que vous nous la commentiez, que vous nous la racontiez. Oui, alors cette image, c'est une photo qui a été prise il y a 1 mois. C'est une clairière en Picardie. Et le chien que vous voyez, c'est mon chien. C'est un beagle arié. Il est super, il s'appelle Truffe. Il a un nom de femelle parce qu'il est castré. Et je me suis dit que c'était bien d'avoir un chien fluide, parce qu'on est quand même dans un moment important. Bref, il s'appelle Truffe. Et en fait, c'est ma compagne qui m'envoie cette photo. Et vraiment, je reçois cette photo et je me dis, c'est exactement ce que je veux faire en littérature. C'est ça, c'est ce qu'on voit là. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien du tout. C'est ce ciel qui est à la fois bas et très beau. C'est ce mur d'arbres et cette douceur qui émane de cette clairière. Et au milieu, un être vivant qui paraît à la fois complètement perdu, mais complètement en place. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi, mais pour moi, cette photo... Je veux que mes livres ressemblent à cette photo. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Quand on m'a dit choisissez une image, c'était la façon pour moi la plus juste de décrire ce que j'ai envie de faire en écriture. Alors on reviendra tout à l'heure sur les paysages, parce que les paysages traversent quand même tous vos livres et toute votre poésie. Mais moi, quand j'ai vu aussi ce paysage, je pensais à d'autres images, des paysages tout aussi bucoliques, notamment un que vous avez posté récemment, avec des vaches, où vous annoncez que vous démarriez l'écriture d'un nouveau roman. Et c'est aussi un peu des paysages d'écriture, des paysages dont vous avez besoin pour écrire. La Picardie, c'est un paysage que je découvre, que je connaissais pas du tout, parce que l'Auvergne, la Picardie, c'est loin. C'est pas sur la même ligne. Moi, j'ai toujours été biberonnée aux paysages autour de ma maison, donc c'est les volcans d'Auvergne. Ceux de la Drôme, parce que c'est là d'où viennent mes grands-parents, et de la Corrèze. Mais donc, c'est des paysages qui sont tous très bucoliques, campagnards, peu de grandes villes. Enfin, à part si on considère que Tulle est une grande ville. Pour moi, c'est une métropole, Tulle. Vous savez que pendant très longtemps, à l'entrée de la ville de Tulle, il y avait, et c'est vrai ce que je vous dis, il y avait un panneau qui disait « Sors de ta bulle, viens à Tulle ». Et ils l'ont enlevé, alors que moi, je trouvais ça vraiment super comme façon d'arriver en Corrèze, quoi. On peut trouver des présidents de la République. Il y a quand même pas mal de gens un peu connus.
Et donc moi, j'ai toujours été dans des paysages qui étaient parfois vallonnés, parfois montagneux, dans la Drôme, par exemple, pas loin du Vercors. Et pendant très longtemps, je n'ai connu que ça. Pendant très longtemps, pour moi, le bout du monde, c'était d'aller acheter un nouveau manteau pour la rentrée dans la rue marchande de Clermont-Ferrand. C'était le truc fou, quoi. Et je me souviens très bien que quand on était petits, mes parents ils nous emmenaient à Noël. Ma grand-mère paternelle habitait en banlieue parisienne, à Houille, RER-A. Et quand on est enfant et qu'on va passer 3 jours par an à Houille, et on vous dit c'est ça la grande ville, c'est Houille, Carrières-sur-Seine, et vous vous dites c'est marrant parce que moi je voyais pas ça comme ça. Donc moi mes premiers souvenirs de grande ville, c'est Houille, Carrières-sur-Seine. Donc je me suis dit c'est quand même vachement mieux Tulle et Clermont-Ferrand. Mais ces paysages-là m'ont porté, m'ont éduqué, m'ont façonné aussi, même si j'ai peur des araignées, comme ça a été mentionné. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je suffoque très très vite si j'en pars trop longtemps. Donc j'essaye de passer le plus de temps possible dans des endroits où je peux me cacher, où je ne suis pas... où la seule chose qui me barre la route, ce sont des forêts et des collines. Parce que sinon, j'ai un peu du mal avec les trams, les RER et les aéroports. Donc heureusement qu'ils sont là. Et en même temps, je vois bien aussi comment au fil du temps, ces paysages-là sont grignotés petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur. J'avais une question là-dessus qui devait arriver un peu plus tard, mais je la pose maintenant, tu le sauras Pascal. Sur une vidéo qui est disponible sur YouTube, sur la chaîne TED Crosstalk, ouais. Vous avez fait une longue plaidoirie sur le fait de rester vivre à la campagne plutôt que partir à Paris quand on a du succès. Ouais. Est-ce que c'est déjà, est-ce que vous pouvez nous en parler, mais ensuite, est-ce que c'est un état d'esprit que vous avez toujours eu? Est-ce que vous avez dû faire un travail sur vous-même pour accepter que rester à Clermont-Ferrand, ça ne voulait pas dire échouer, plutôt que partir à Paris? Oui, cette vidéo, ça fait je pense que je l'ai fait il y a 5 ou 6 ans, peut-être 6 ans, et le thème, c'était « Faut-il partir pour réussir ?» Et or, en littérature, c'est un vrai... c'est un thème de la littérature classique. Les grands romans classiques, ce sont des jeunes hommes qui partent de la Normandie et qui arrivent à Paris. C'est tout, Maupassant, Zola, Stendhal, c'est Paris à nous deux, quoi. Or, comme la littérature classique est avant tout une littérature sociale et raconte une société, encore aujourd'hui, on pense qu'il faut monter ou descendre, ça dépend d'où on est, à la capitale, pour faire des études, à trouver un bon boulot, faire de l'argent, et une fois qu'on a fait de l'argent, on va s'acheter une baraque secondaire dans un lieu agréable où on passe 2 mois de l'année. Je schématise très très vite, hein. Mais en gros, c'est une idée assez répandue. Et quand moi j'ai commencé à écrire des livres et à en publier, on m'a dit, tu sais, il faudra que tu ailles à Paris. Enfin, en fait, toute l'édition française est à Paris. Il va falloir que tu fasses des rencontres littéraires là-bas, il va falloir que tu fasses les médias là-bas, c'est hyper important. Et moi, j'ai toujours refusé ça. Parce que déjà, boire une bière à 8,50 €, ça me paraît quand même un peu limite. Mais ça, c'est mon côté auvergnat qui parle. Parce que moi, j'ai toujours été bien dans mon village de naissance et j'ai toujours été bien à Clermont-Ferrand. Pour moi, c'était vraiment la taille de ville parfaite. Et maintenant, on commence à savoir que c'est pas la taille qui compte. Voilà, c'est le confort. Et j'avais un confort incroyable. Et donc, j'habite toujours à Clermont-Ferrand. Et j'ai fait cette vidéo parce qu'il y a eu un moment donné où j'ai commencé en fait à vendre un peu des livres. On m'a dit, c'est quand même... Et les premières personnes, les gens qui me disent, mais vous n'êtes pas allé habiter à Paris, c'est les gens en Auvergne. Ouais. C'est pas les Parisiens. Et je me suis dit, mais pourquoi on pense que les endroits en zone rurale n'ont pas de valeur sociale? Pourquoi l'image absolue de la réussite, c'est une rue de New York, de Paris, de Londres ou de Singapour? Est-ce qu'on ne peut pas être content si on fait une coopérative fromagère dans son village de naissance pour vendre du Saint-Nectaire? Pourquoi pas? Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup étonnée. Mais encore aujourd'hui, on me pose la question, on me dit, mais pourquoi vous êtes encore là? Des fois, j'ai presque l'impression que les gens veulent que je m'en aille à Clermont, qu'ils en ont marre, quoi. Mais
Mais c'est une vraie question de littérature, c'est une vraie question sociale, et c'est une question de centralisation des pouvoirs. Et moi, j'en ai jusque-là, en fait. C'est-à-dire que je dis, mais en fait, aujourd'hui, on a les moyens de tout faire depuis d'autres lieux que ceux mis en place par des pouvoirs vieillissants. Et pourtant, on continue. Et on continue très, très fort, quoi. Et justement, un autre endroit où vous écrivez, les réseaux, vous publiez pour la première fois à 16 ans au format papier, mais vous écrivez depuis plus longtemps que ça, et vous publiez régulièrement sur Facebook, sur Instagram. Est-ce que pour vous, les réseaux, c'est un laboratoire de recherche? Est-ce que c'est un moyen de faire un lien avec vos lecteurs? Alors, ça a d'abord été un laboratoire d'expérience littéraire, parce que, surtout pour la poésie, parce que quand j'ai commencé à écrire de la poésie, je me souviens très bien qu'on m'a beaucoup dit, mais en fait, tu ne la publieras jamais en papier, parce que même si une maison d'édition veut bien publier cette poésie, les gens n'achètent pas de poésie, donc ne la liront pas. Donc oublie. Et peut-être qu'on me disait ça parce que c'était pas bon ce que je faisais à 19 ans, mais je me suis dit, je vais mettre mes poèmes sur Facebook, comme ça j'aurai des retours directs, des lecteurs et des lectrices. Et puis ça a duré un certain nombre d'années comme ça. Ça a duré, je sais pas, 7 ans, 8 ans, avant que je commence vraiment à publier en papier un recueil de poèmes. Donc pour moi, les réseaux sociaux, ça a d'abord été un moyen de contourner le refus éditorial. Et maintenant, les deux vont ensemble, parce que je me sers des réseaux sociaux pour dire, voilà, je serai à Thionville vendredi soir, voilà, j'ai un nouveau poème qui sera publié dans 2 ou 3 ans en version papier, voilà ce que je fais de la course à pied, est-ce que certains veulent courir avec moi, bah allons-y. Donc pour moi, c'est vraiment une sorte de viaduc entre 2 endroits, entre 2 supports aussi, le papier et le virtuel. Mais moi, s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, je suis née en même temps que ça, donc j'aurais sans doute jamais publié de livre en version papier, parce que ça a commencé quand même là, parce que j'ai trouvé des textes sur des blogs, j'ai découvert des poètes, des grands poètes, hein. Je pense à un poète que j'adore qui s'appelle René Guy Cadou, qui pour moi a écrit les plus beaux poèmes de la langue française, mais je les ai pas découverts à l'école, ces poèmes, je les ai découverts en ligne. Parce qu'il y a des gens qui font des sortes de bibliothèques en ligne qui nous permettent, quand on a 14-15 ans et qu'on n'a pas trop d'argent, d'aller lire, quoi, tout simplement, de découvrir. Il y a les bibliothèques aussi pour ça. Hein. Mais dans mon petit village, il n'y avait pas de bibliothèque à l'époque aussi. Mais voilà comment j'ai utilisé les réseaux. Et je pense que ça m'a aussi permis de rester à l'endroit où j'aimais être, qu'il y ait les réseaux sociaux, parce que tout d'un coup, ça enlève les questions de trajet, il faut être physiquement à l'endroit pour qu'on prenne conscience qu'on y est. Donc pour moi, c'est une aide, c'est une vraie aide. Et justement, en préparant cet entretien, j'ai pu voir à quel point vos poésies, vos citations, elles sont partagées, interprétées et réinterprétées par tous. Il y a une citation que j'ai vue 1000 fois, j'exagère pas. Je passe mon temps à ne pas t'oublier. Qui a circulé, qui parle un peu à tout le monde. Est-ce que pour vous, le lien par les réseaux sociaux, il est encore plus fort, il est plus direct? Je pense qu'il est plus direct parce qu'il est instantané et qu'il peut durer dans le temps, puisque ces poèmes, ils restent en fait dans le temps. Et plus ils sont partagés, plus ils cavalent dans le temps, ce qui est assez beau. Et puis, parce qu'en fait, je ne connais pas les gens. J'ai aucune idée de qui sont les gens qui partagent certains poèmes. Et je suis vraiment heureuse qu'on puisse partager des poèmes de cette manière-là. Alors, je ne sais pas comment on faisait avant. On écrivait, moi, quand j'avais 12 ans, on avait des agendas à l'école. Et dans les agendas, on se refilait les agendas des uns et des autres. Et puis, on écrivait des citations dedans. Voilà, on faisait ça. Où j'imprimais des trucs que je collais au-dessus de mon bureau, dans ma chambre. Voilà, 13 années 90, tout ça. Mais maintenant, il y a cette possibilité-là. C'est plus instantané. Est-ce que c'est plus fort? Je ne sais pas. Et ça permet sans doute de toucher plus de monde, parce que c'est pas des centaines de fois, c'est des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois, mais ça reste très flou parce qu'on ne sait pas qui, quand, comment. Est-ce que c'est le matin en prenant le bus? Est-ce que c'est en revenant de l'école? Est-ce que c'est dans une médiathèque? Est-ce que c'est lors d'une rencontre? Je n'en sais rien et j'ai pas très envie de savoir. Je pense que quand on publie des choses en papier ou sur les réseaux sociaux ou en ligne, il faut accepter que nos mots ne nous appartiennent plus et qu'ils sont la propriété temporaire de ceux qui sont émus par ces mots-là.
Donc, je trouve que voilà, que cette propriété passe de personne en personne, ça me ravit. Et du coup, de retour sur votre travail d'écriture, vous avez dit dans une interview de France Inter que si vous deviez choisir entre écrire, lire ou courir, vous choisiriez courir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi ça vous aide à écrire ? Alors moi, j'ai toujours fait de la course depuis que je suis toute petite. Donc je ne connais que l'intelligence à travers le mouvement, ou en tout cas la naissance des pensées à travers le mouvement du corps. Je ne sais pas ce que ça signifie d'être... par exemple, en classe, je n'étais pas capable de rester 2 heures sur une chaise. C'est très compliqué pour moi. En revanche, maintenant, je sais qu'il y a des classes où les gamins, ils ont le droit d'être debout et de se balader. C'est Montessori, ça s'appelle. Mais moi, j'aurais adoré faire ça. De franchement taper des sprints dans ma classe et ensuite de répondre à la question. Mais j'aurais eu 20 sur 20 tout le temps. Et c'est vrai qu'ayant été éduquée dans un milieu assez sportif, où on sortait tous les week-ends, soit faire de la rando, soit faire de la course, soit faire du vélo, où les vacances, c'était à l'UCPA. Vous voyez, ce truc qu'on fait que pour les sportifs, c'était l'enfer d'ailleurs. Hein. Mais franchement, allez passer, quand vous avez 10 ans, vous passez vos vacances en Lozère, il fait -2, alors qu'on est en août, à faire du vélo 15 heures par jour, c'est l'enfer sur Terre, hein, clairement. Mais je pense que ça m'a donné aussi la sensation que plus je transpirais, plus j'étais dans le mouvement et dans des sensations musculaires, plus j'ai des idées qui me viennent. Moi, j'écris des livres en courant. J'ai jamais été aussi efficace intellectuellement qu'en faisant un marathon. À chaque fois que j'ai eu des idées de romans, c'était soit en voyant un paysage, soit en faisant une course. Donc, je crois qu'une fois dans ma vie, j'ai arrêté de courir parce que je me suis fait mal au genou, comme beaucoup de gens qui courent trop. Et ça a été 5 mois terribles parce que mes pensées étaient enfermées dans un corps qui ne fonctionnait plus. J'avais une patte folle, donc raide. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ? En fait, comment je vais faire pour travailler ? Parce que je ne peux plus travailler. Il faut que... Même écrire des poèmes, c'était compliqué, parce que c'est beaucoup plus court. Et je pense que j'ai passé 6 mois à essayer de remettre cette jambe en route. Je parlais à ma jambe, je vous jure. Je disais, il faut repartir, là, vraiment, il faut repartir, parce que ça ne va pas. Et on me disait, mais alors, ça avance bien, l'écriture. Et en fait, c'était un néant absolu. Donc, je ne pourrais pas travailler autrement qu'en courant ou qu'après la course. Parce que ça me met dans un état nerveux et physique absolument parfait pour la pratique de l'histoire. De la fiction, en tout cas. Pour prolonger ce que disait Cyrielle et votre réponse, c'est aussi Albert Camus, quand on lui demandait de choisir entre le théâtre et le football, disait évidemment le football. J'ai vu la semaine dernière le film que François Bunel et Adrien Selan ont fait sur l'écrivain américain Jim Harrison, Seule la terre est éternelle. Et Harrison, à un moment donné, est sur une barque... sur un lac en train de pêcher, et il dit l'écriture et la pêche, ça va bien ensemble. Et c'est ça aussi, courir et écrire, ça va bien ensemble en fait. Courir et écrire, ça va bien ensemble. Et surtout, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font de la course à pied ou qui ont fait du jogging, mais voilà, peut-être vous allez me dire si je me trompe, mais moi je trouve que quand on a un problème dans la vie, on va courir et après vous n'avez plus de problème. Vous avez dénoué le problème parce que vous êtes dans un état physique d'endomorphine qui fait que tout va bien. Et ça paraît idiot ce que je suis en train de dire, mais c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Et je pense que les gens, il y a quelqu'un qui fait comme ça. Ah, ça a été dur. Désolé, hein, mais je vous ferai un programme de course à pied si vous voulez. Je vous jure que ça marche. Demain matin, je pense qu'il y a des gens avec qui ça marche pour la randonnée. Moi, je fais beaucoup de randonnées, beaucoup de marches, et ça a toujours très bien marché. Je me souviens, c'était en 2014. J'étais bloquée entre 2 livres. J'étais bloquée entre Le Rire du Grand Blessé et Le Cœur du Pélican. Et je me suis dit, il faut que je bouge. Et je suis allée faire pendant 10 jours avec un copain. Je suis partie de Calais et je suis descendue jusqu'à Dieppe à pied, sur le bord de côte, quoi. Sauf que j'ai fait ça au mois de novembre, ce qui était vraiment débile, parce qu'il fait un temps vraiment pourri dans cet endroit-là au mois de novembre. Mais je me souviens d'être arrivée à Dieppe, j'étais épuisée, parce qu'on faisait genre 35 km par jour. Mais je suis arrivée, j'avais l'idée de mon bouquin, j'avais une acuité intérieure
absolument folle. Je ne m'étais jamais sentie aussi aiguisée pour écrire. Donc la randonnée, ça fonctionne aussi. Le vélo, j'imagine que ça marche, mais il faut porter le vélo. Enfin, faut faire avancer le vélo avec soi. Et la natation. Ceux qui font de la natation savent que ça fonctionne, mais moi, j'ai pas de piscine, donc c'est compliqué. J'aime pas être dans Vous courez avec de la musique dans les oreilles ? Je cours avec de la musique, avec des podcasts. Pendant très longtemps, j'ai couru avec le podcast. Ça peut pas faire de mal. Oui, de Guillaume Gallienne, parce qu'il lisait des bouquins. Ouais. Et moi, j'ai toujours aimé qu'on me lise des histoires. Et tout d'un coup, pendant 1 heure, j'avais quelqu'un qui me lisait une histoire. Et donc, j'ai lu avec mes oreilles plein de romans comme ça, en courant. Et j'ai souvent marché avec des podcasts dans les oreilles. Mais après, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Quand j'étais gamine, par exemple, quand j'étais dans la Drôme, on parlait de la Drôme, il y avait un trajet de 8 km et demi à faire, avec 300 mètres de dénivelé pour aller au village au-dessus où il y avait une piscine municipale, quand on était petits. Et comme on était trop d'enfants, et qu'il n'y avait qu'une seule voiture, elle nous disait, tu veux vraiment te baigner, tu vas à pied, quoi. Et donc, on faisait les 8 km et demi à pied. Et moi, j'écoutais des histoires. J'avais un Walkman avec les histoires de Pierre Perret, figurez-vous. C'est lui qui lisait des histoires. C'est quand même dingue. Et j'écoutais ça, j'avais mon Walkman, là, mon short. Et je me souviens de ces sensations d'être portée. Parce que je bougeais et en même temps, j'entendais on me racontait un truc en bougeant. Je trouvais ça... J'avais pas conscience de ce que ça allait faire plus tard. Mais j'imagine que ça a peut-être commencé là. Deuxième mouvement, je vous ai demandé une musique. Vous avez choisi un homme et une chanson. C'est Gérard Manset. C'est super, Gérard Manset. Il voyage en solitaire. Il a écrit ça, il avait 20 ans. Il était fort talentueux à 20 ans. Il dit des choses comme il voyage en solitaire et nul ne l'oblige à se taire. Il sait ce qu'il a à faire, il chante la terre. Ouais. C'est une chanson dans laquelle vous vous retrouvez aussi. Je pense que c'est une chanson qui m'a beaucoup émue très tôt. Qui pour moi, c'était une drôle de chanson parce que, enfin, c'est toujours une drôle de chanson parce qu'il y a cette voix assez aiguë et en même temps très douce et qui raconte la vie de cet homme dont le but dans la vie, c'est d'écrire une bonne chanson. Et j'imagine que quand on écrit des chansons, des films, des livres, ce que vous voulez, on n'a qu'une envie, c'est que à la fin, l'équilibre soit trouvé. Et c'est un travail extrêmement solitaire. C'est extrêmement solitaire. C'est un travail de voyage si on fait de la course ou autre, mais c'est aussi un travail de voyage intérieur en soi-même. Et on est forcément tout seul. Et je trouve que c'est vraiment quand vous m'avez envoyé en disant voilà, il faut que tu trouves une chanson, je me suis dit tout de suite c'était celle-là. Franchement, c'était. Pourtant, je suis pas fan de tous les albums de Gérard Manset. C'est une des personnalités les plus discrètes de la chanson française, hein. Mais je suis très émue par cette capacité, avec des mots aussi simples, de raconter une situation si compliquée. On va l'écouter. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui dois appuyer sur le bouton. C'est moi. Il voyage en solitaire, et nul ne l'oblige à se taire. Il chante la terre, il chante la terre. Et c'est une vie sans mystère qui se passe de commentaires pendant des journées entières. Il chante la... Merci Cécile pour c'est bien d'écouter de la musique aussi ensemble. C'est comme franchement, elle est bien cette chanson. Tu ne trouves pas on se sent bien après. Tu trouves pas qu'on se sent un peu Donc il voyage en solitaire de Gérard. Mais surtout cette phrase. Ouais. Le miracle en somme, c'est lorsque sa chanson est bonne et quand on finit d'écrire un livre et qu'il y a une personne qui le lit et qui vous dit ça tient la route. C'est le miracle en somme, c'est lorsque la chanson est bonne. Et je trouve ça toujours très. C'est ce que je vous ai dit juste avant. C'est très difficile de dire avec des mots simples
des émotions complexes. Et c'en est une. Et je trouve que la voix, les arrangements de cette chanson musicaux sont vraiment très justes, quoi. Voilà. C'était mon commentaire. Pour revenir, pour rester dans le rythme qui était avant la chanson, on parlait de course à pied. Il est intéressant d'aborder deux formes d'écriture justement très différentes. Le poème et le roman. Vous êtes romancière et poétesse. On ne l'a pas dit, mais c'est votre métier. Hein, parfois, on vous demande, c'est quoi votre vrai métier, Cécile Coulon? C'est écrivain. Ouais. C'est romancière et poétesse. Donc, deux formes d'écriture que vous maîtrisez parfaitement. Il y a un temps pour l'écriture poétique et un autre pour la construction d'un roman. Comment est-ce que tout cela s'organise? Assez naturellement. Si, assez naturellement. Je pense que j'écris. Les romans sont nés d'abord de courtes nouvelles que j'écrivais quand j'étais au collège, et j'ai commencé à écrire de la poésie au lycée. Et j'ai toujours mis d'abord dans mes romans, j'ai installé des pauses poétiques, des moments de longue description où je mettais la narration en pause en disant voilà, là on va s'arrêter 2 minutes et puis on va regarder à quoi ressemble cette maison, on va regarder à quoi ressemble la fossette de ce personnage et puis on va décrire cette maison ou cette fossette sur une page. Pour moi, c'était ça, au début, ma manière d'écrire des poèmes. Ensuite, j'ai été sur les réseaux sociaux pour mettre de véritables poèmes. Et dans mon organisation d'écriture, j'écris des romans 3 mois dans l'année, mais j'écris des poèmes toutes les semaines. Je ne me suis jamais arrêtée d'écrire des poèmes. Je ne sais pas faire autrement. Et surtout quand il y a des coups durs, genre deuil, maladie, patte folle. Heureusement que c'est là. Alors que les romans, pour moi, il y a un moment dans l'année où je me dis, voilà, tu as publié un dernier roman, tu as fait ton travail de promotion, tu as pris le travail d'accompagnement, dirait Marie-Hélène Lafont. D'accompagnement. On adore Marie-Hélène Lafont. Vous connaissez Marie-Hélène Lafont? On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Eh ben, si vous ne connaissez pas, vous allez ce soir lire Marie-Hélène Lafont. D'accompagnement, donc qui dure quand même un certain temps, parce que c'est des tournées en librairie qui durent 6 mois. À 3-4 librairies par semaine pendant 6 mois. Et une fois que ça s'est fini, je prends 1 ou 2 mois de vacances où je dors et je cours. Et après, je me dis, allez, maintenant, ça y est, t'es en forme, t'as bien dormi, t'as bien couru, on repart, quoi. Alors que les poèmes, c'est toute l'année, tout le temps. Mais quand je me mets à écrire, j'écris tous les jours, et c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. C'est-à-dire, j'ai une espèce d'hygiène de vie où j'écris mes pages, quoi. Je fais mes pages, et je veux que ce soit terminé à telle date. Et si c'est pas terminé à telle date, je m'en veux terriblement. Je me dis, mais en fait, heureusement que t'es pas... heureusement que t'es pas artisan. Mais en même temps, les artisans, ils sont toujours en retard, quoi. Non, mais ouais, je sais pas si vous avez fait construire des baraques, des maisons. Là, les mecs, ils vous disent, ouais, c'est pré-fin août. En octobre, ils sont encore en train de mettre de la peinture. Donc en fait, non, c'était pas bon, ma métaphore, là. Mais je m'en veux quand je suis en retard sur ce que je m'étais dit de faire. Je déteste être en retard. Et c'est pour ça que je prends de moins en moins le train. Ça tacle tout le monde, c'est ça. On l'a dit tout à l'heure, la poésie, c'est la fulgurance, c'est l'intime. Ouais. Où est-ce qu'il y a du Cécile Coulon dans les romans? Ça, c'est une question de divan. Où est-ce qu'il y a... je pense qu'il y a du Cécile Coulon dans le sens où... Je vais enlever ce que je viens de dire parce que parler de soi à la 3e personne, c'est très Alain Delon. Et je ne suis pas fan d'Alain Delon, mais je pense qu'il y a un peu de moi dans le sens où je choisis mes fictions en fonction de mes émotions. Quand j'ai écrit Le cœur du pélican, qui est un livre sur la course à pied, sur un sportif de course à pied, c'était un moment donné où je n'arrivais plus à courir. Quand j'ai fait Une bête au paradis, quand j'ai construit Une bête au paradis, c'était le moment où je me suis rendu compte que ma grand-mère était quelqu'un qui n'était pas éternel. Quand j'ai écrit Seul en sa demeure, donc le dernier, j'ai eu besoin de partir dans un autre lieu que celui de ma naissance. Donc j'imagine que je peux trouver un peu de moi-même dans les circonstances d'écriture et dans les choix d'intrigue. Et je reprends une phrase de Marie-Hélène Lafont qui dit qu'on n'écrit jamais de la fiction, on fait des nuages de fumée. C'est-à-dire qu'on utilise toujours ce qu'on est, mais quand on a un peu d'imagination et qu'on n'a pas envie de mâcher le travail, on fait des nuages de fumée pour être invisible derrière les flammes. Et je trouve ça très vrai.
En revanche, dans les poèmes, il s'agit dans les 3/4 du temps de ma vie et de mes émotions telles qu'elles sont ressenties au moment où je les raconte. Dans un des poèmes à votre grand-mère, à la capitane, vous écrivez justement sur l'écriture « Je garde ce début de conversation en tête parce que c'est mon métier de ne rien oublier, surtout ce qui n'a pas été dit, juste effleuré ». Et un peu plus loin, dans un autre texte, vous dites « Je sais bien que tout a déjà été écrit et qu'il faut trouver avec des mots usés le chemin d'une autre histoire. » Absolument. Oui, tout a été dit. Ça, c'était une grande leçon que j'ai reçue d'une professeure en seconde qui nous a toujours dit, vous savez, toutes les histoires ont déjà été écrites. Ce qui compte, c'est comment on les raconte. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, le livre où il y a toutes les histoires du monde, je vous le donne en 1000, c'est la Bible. Si vous pensez que vous avez vécu un truc de fou dans votre vie, il y a forcément un épisode de la Bible qui sera encore plus fou. C'est horrible de se dire ça. Hein. Enfin, de la Bible ou les textes religieux de manière générale. Et franchement, si on manque d'inspiration, n'importe quelle page, ça fonctionne. C'est incroyable. Et tout ça pour dire que, pardon pour cette parenthèse biblique, mais tout ça pour dire que c'était une vraie leçon qui vient d'ailleurs d'une phrase du XIIe siècle de Chrétien de Troyes qui disait « Nous sommes des nains sur des épaules de géants ». Tout a déjà été fait et nous cheminons sur ceux qui ont déjà tout fait avant nous. Et oui, il faut trouver avec un langage qui est très beau. La langue française est incroyable et toujours très fleurie. Mais on a tous le même lexique, presque le même lexique. Et donc il faut à chaque fois faire un nouveau roman en se disant est-ce que je ne suis pas en train de faire marcher la photocopieuse de quelque chose qui a existé il y a 30 ans. Je pense qu'on parlait tout à l'heure, je parlais d'équilibre. Et moi, c'est toujours une immense peur, quand j'ai fini un roman, de me dire, si ça se trouve, il y a un livre qui a été publié il y a 1 an, 10 ans ou 150 ans, qui raconte exactement la même chose, avec les mêmes prénoms, les mêmes lieux. C'est un vrai truc. Et en fait, c'est pas possible. Parce chacun met son émotion sur le moment. Mais les mots usés, à part certains auteurs et certaines autrices qui connaissent la langue française plus que par cœur, le vocabulaire est le même. La question, c'est la force qu'on choisit d'y mettre. Voilà. Oui, il faut trouver les mots pour le dire et le lieu où raconter les histoires. Oui, dans chacun de vos romans, vous faites tenir les scènes dans un lieu différent, une époque différente. Est-ce que vous savez d'ores et déjà quels autres univers vous avez déjà envie d'explorer dans le futur ou pas ? Oui. Oui. C'est le moment de nous le dire. Non, déjà, il y a des formats. Par exemple, j'aimerais écrire un monologue, j'aimerais écrire une pièce de théâtre, j'aimerais écrire ce genre de... Voilà, changer de forme. En ce qui concerne les lieux, comme pour tous mes romans, je suis toujours partie d'un lieu pour commencer l'écriture. J'ai des idées. La question... En fait, mon problème, c'est que j'ai trop d'idées. J'ai plein de potentiels débuts de romans qui partent de points névralgiques très importants pour moi. La question, c'est quel lieu va battre l'autre ? Quel lieu va rester le plus longtemps dans ma mémoire pour qu'enfin je me mette à écrire dessus et dedans ? Mais je ne vais pas vous dire où va se passer le prochain roman. C'est absolument hors de question, mais vous avez raison de tenter parce que qui ne tente rien n'a pas grand-chose, figurez-vous. On va voyager un tout petit peu. On va descendre dans la Drôme. C'est le lieu que vous avez choisi. Ouais. Alors, j'ai mis la carte parce que c'est intéressant. Bon, on est un petit peu à l'est de Montélimar. Au-dessus, moi, d'un coin que je connais un peu, c'est Dieulefit, le poète Laval, etc. C'est juste à côté. Parlez-nous de cet endroit, de ce lieu. Ouais, Ésaü, ça veut dire haute maison. Ésaüt. C'est un village dans la Drôme où il y a 163 habitants et 250 chiens. Il faut quand même le savoir. C'est très beau, voilà, c'est ça les reliefs d'Ésaü. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, mon grand-père est né au bas de cette falaise, dans un petit village qui s'appelle Pont-de-Barret. Et Ésaü, c'est l'endroit où il y a cette fameuse piscine municipale dont je parlais tout à l'heure, il fallait monter pour y arriver. Et en fait, Ésaü est un endroit très important pour moi, d'une part parce que c'est l'endroit où j'ai appris à marcher longtemps et à courir, parce que je me suis très vite mis à faire cette montée en courant, parce que
ces falaises qui entourent le village sont des mâchoires de pierre qui pour moi sont d'une beauté terrifiante, et où je me suis toujours sentie très bien, alors que beaucoup de gens qui sont nés là-bas m'ont toujours dit qu'ils avaient toujours eu envie de partir très vite à cause de ça, à cause de ces falaises qui bouchent l'horizon. Et ça a été c'est toujours d'ailleurs le décor d'un livre important pour moi qui s'appelle 3 saisons d'orage. 3 saisons d'orage se passent à Ésaü, parce que Ésaü est un village qui est né autour d'une carrière de pierre, de la carrière de pierre de Monsieur Deléo, qui a vraiment fait venir ses ouvriers. Cette carrière existe toujours, c'est son fils puis son petit-fils qui ont repris. Et je connais peu d'endroits qui sont aussi magiques pour moi, mais magiques dans le sens premier du terme, hein, pas magique parce que je trouve ça très beau et qu'il y ait des... magique comme dans Disney, quoi. Magique parce que quand je vais là-bas, je change de monde. Voilà, c'est une faille spatio-temporelle et j'y suis parfaitement à ma place. Et c'est assez rare dans la vie de trouver des lieux où on se sent parfaitement à sa place. C'est une drôle de sensation. Et dans ces paysages-là, moi, je suis vraiment là où je dois être. J'y pense encore un peu au col de la Croix-Morand, assis devant la petite église de Pont-de-Barret et sous les falaises d'Ésaü. On retrouve ce village et ces paysages dans énormément de vos poèmes, en plus de 3 saisons d'orage. La toponymie, c'est assez important dans votre... on voit le lac de Chambon, le Sancy, les montagnes brunes, l'Aubrac, Clermont-Ferrand. C'est traversé de noms de lieux ou de lieux-dits ou de... Lieux-dits, ouais. Beaucoup. Alors vous savez, j'ai découvert un truc récemment, il y a 2 semaines. C'est que sur Internet, et c'est sur le site du gouvernement, il y a un dossier qui répertorie tous les noms de lieux-dits en France. C'est des pages et des pages. Et si vous avez quelques heures à perdre, allez lire ces pages de lieux-dits. C'est incroyable. C'est incroyable les noms qui ont été donnés à des endroits où il n'y a parfois pas de maison du tout, simplement pour une histoire de légende. Voilà, c'était mon... Je vais reciter à nouveau Jim Harrison dans le film de Buñuel. Il dit que c'est dans des endroits isolés qu'il se sent le mieux, que c'est devant des paysages comme ça qu'on peut se nettoyer de la crasse de la civilisation et que la littérature, ça récure bien. C'est aussi un peu votre sentiment? Vous avez besoin de ces lieux-là? Alors, je suis d'accord à 85%. Après la crasse de la civilisation, nous faisons partie de la civilisation, donc nous faisons partie de la crasse. Donc on peut se laver de soi-même, hein, éventuellement. Moi, je pense que c'est dans ces lieux-là qu'on fait moins de mal aux gens qui nous entourent. Je pense que il est plus, je vais pas dire hygiénique, mais il est sans doute plus simple et plus rude aussi d'être confronté à des éléments plutôt qu'à des personnes, qu'à des humains à qui on va faire du mal et qui vont nous faire du mal. Mais j'ai une vision très pessimiste de ce qu'est l'être humain. Après, je vais vous dire une chose qui a été 1000 fois entendue, et s'il y a des psychiatres ou des psychanalystes ou des psychologues parmi vous, enfin vraiment vous allez tomber votre chaise, mais moi j'ai été éduquée là-dedans. C'est-à-dire que moi ce qui me fait peur, c'est pas de passer la nuit en forêt, c'est de passer la nuit dans le métro. En fait c'est ça la différence. Moi j'ai pas peur, à part des araignées éventuellement, mais j'ai vraiment très très peur des araignées, mais rien ne m'effraie plus que les endroits où il y a beaucoup de monde. Alors que des endroits où il y a beaucoup de sangliers, a priori, faut pas être sur le chemin, quoi. Mais je ne sais pas quoi vous dire d'autre là-dessus, parce que mes grands-parents étaient comme ça, mes parents sont comme ça, et que moi, j'ai besoin d'avoir des chemins et pas des routes. Ça fait très phrase biblique, ça. On a noté. Mais je vous dis ça, mais par exemple, il y a une fête foraine là à côté. Moi, je trouve ça super, la fête foraine. Hein. Enfin, je ne montrerai pas dans le truc, vous savez, où il y a un bras mécanique qui vous amène tellement haut et vous vous dites, mais comment ils font pour être en haut sans que tous leurs organes y tombent? Voilà. Mais j'adore la fête foraine. Mais je disais ça si vite tout à l'heure. Vous savez ce que c'est le problème du progrès? Le progrès, c'est qu'avant, dans les fêtes foraines, quand il y a le petit manège, là, il y avait un Mickey. Il y avait une peluche et il fallait se lever pour attraper le Mickey. Et bien, ça n'existe plus. Parce que c'est dangereux.
C'est terrible parce que comme les enfants ils se lèvent pour l'attraper, il y en a qui sont tombés parce qu'ils sont un peu bêtes. Et à cause de 3 gamins un peu bêtes, et bah, les milliers d'enfants qui arrivent derrière, ils peuvent plus attraper le Mickey. Et ça, il n'y a pas ça à Esaü, on n'a pas ces problèmes-là. Ça s'appelait le pompon aussi. Le pompon. Ouais. Moi, c'était le Mickey parce que c'était toujours un Mickey. Ouais. Nous, c'était des pompons. Des pompons, ouais. Bon, bref, il n'y a plus de pompons. 4e mouvement, on vous a demandé un livre. Ah mais ouais, mais alors, pardon. Et pas n'importe quel livre. Moi, Marguerite Yourcenar, ça c'est quelqu'un, je pense que quand, si elle vous demande l'heure, vous lui donnez votre montre, quoi. C'est vraiment la patronne de la littérature française, Marguerite Yourcenar. Et je trouve qu'elle revient un peu en grâce maintenant. Mais il y a eu un moment donné où c'était tellement une autrice de baccalauréat. C'est-à-dire c'était vraiment travailler les mémoires d'Adrien et c'était tellement difficile à commenter qu'il y a plein de gens qui ont été dégoûtés de Yourcenar à cause du baccalauréat. Voilà. Moi, j'ai été bouleversée par cette femme. Déjà parce qu'elle a une super tête. Franchement, elle a une tête. On a envie qu'elle nous fasse des crêpes un petit peu. Hein. Et parce que je vous invite à regarder les archives de l'INA. Il y a de longues interviews de Yourcenar par Bernard Pivot. Mais tout ce qu'elle dit est d'une intelligence, est drôle, est fin, et c'est 35 ans, 40 ans avant les sujets qui nous animent aujourd'hui dans les médias. Pour moi, c'est l'incarnation de l'intelligence, cette femme. Et j'ai découvert Alexis ou le traité du Vaincombat. Son premier roman. Tout premier roman. Qu'elle signe à l'époque sous le pseudonyme de Margue Yourcenar. Ouais, c'est un peu c'est un peu marrant. Elle avait quoi? Elle avait 23-24 ans. Elle écrit Alexis, c'est en 1929. Et Alexis ou le traité du Vaincombat, donc le traité du Vaincombat, c'est une sorte de texte qui suit. Mais Alexis, c'est l'histoire donc de Alexis qui écrit une lettre à sa femme. Donc tout le roman est une lettre. Sa femme qui s'appelle Monique, et il lui écrit pour lui dire qu'il la quitte parce qu'il a des penchants homosexuels. Sauf que ce n'est jamais dit comme ça, évidemment, parce que c'est Marguerite Yourcenar, et qu'on est en 1929, et que c'est une femme de 23 ans qui écrit ça. Et moi, je découvre ça, j'ai 19 ans, et je lis ce livre, et vraiment, il y a eu un changement radical dans ma vie après la lecture de ce livre. Déjà parce que la fin du livre, elle est incroyable. La fin de la lettre, c'est... Littéralement, je vais essayer à la virgule près de vous dire, c'est « J'avais pris envers vous d'imprudents engagements que devait contester la vie. Je vous demande pardon, Monique, non pas de vous quitter, mais d'être resté près de vous si longtemps. » Si vous voulez quitter quelqu'un dans la vie, vous envoyez cette dernière phrase par SMS. Franchement, c'est propre. Vraiment, on n'a jamais vu meilleure phrase de rupture, déjà. Mais surtout, vous imaginez, on a 19 ans, on lit ça. Ouais. Et moi, je commençais à écrire, j'avais publié mon premier roman, et je me dis, mais en fait, si ce texte-là a été écrit et qu'il existe, à quoi ça sert de continuer à écrire? Parce que pour moi, Alexis est un texte parfait. C'est fort, c'est la langue française dans toute sa voltige. C'est très court, hein, c'est 90 pages. Ça fait plaisir parfois, des romans courts. Voilà. Toujours disponible en folio. En folio. Et je pense qu'il a été réédité. Et je me dis, donc Marguerite Yourcenar a existé, je ne connaissais pas cette femme, donc j'ai tout lu, quasiment tout. Et je vous invite vraiment à lire Marguerite Yourcenar parce que c'est incroyable. Et il y a une très longue interview d'elle qui s'appelle Les yeux ouverts, en 12 chapitres sur 12 sujets de sa vie. Et ça a changé ma manière d'écrire, ça a changé ma manière à comprendre ce que c'était que le long terme. Parce que moi j'ai 19 ans, je vais avoir des bonnes notes en prépa. J'ai écrit un premier roman que personne n'a lu. Je ne sais pas trop ce qui se passe, quoi. Et tout d'un coup, il y a ça, et je me dis, ça a été écrit il y a 100 ans, enfin un peu moins, et ça m'a frappé en pleine poitrine, ce texte. Vraiment. Et surtout, je me suis dit, on peut tout écrire, on peut parler de n'importe quel sujet, tant qu'on sait utiliser le langage. Et pour ceux qui ont lu les mémoires d'Adrien, L'œuvre noire, les archives du Nord, les poèmes Feu, il n'y a rien à jeter. Chaque phrase, c'est une perfection absolue. C'est elle qui disait cette phrase incroyable. Il y a Bernard Pivot qui lui dit « Votre maison brûle, qu'est-ce que vous emportez ?» Je partirai avec le feu. Enfin, c'est... Franchement, c'est bien, quoi. Mais non, mais c'est vrai, c'est intelligent, c'est pas de la... Il n'y a aucune provocation, c'est... Non, moi franchement, Marguerite Yourcenar, je me dis, c'est
quelle chance de pouvoir lire Marguerite Yourcenar, quelle chance. Voilà. D'accord, madame. J'ai convoqué tout à l'heure le vieux Jim Harrison. Vous avez invité Marguerite Yourcenar. On a parlé aussi évidemment de Marie-Hélène Lafont. Moi, quand j'ai découvert votre poésie, j'ai retrouvé la voix aussi, une forme d'écriture de grands poètes américains que j'adore, comme Bukowski, le premier que j'ai vraiment découvert, puis Brotigan, puis Raymond Carver. Dans sa préface à Noir Volcan, Alexandre Bord, qui est votre binôme à l'Iconopop, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, votre travail d'éditrice de poésie, il cite, quand il parle de votre poésie, Prévert, Queneau, Desnos, Sylvia Plath, André Chédid ou Valérie Rousseau, par exemple. Quel est votre rapport aujourd'hui à la lecture et les auteurs qui vous inspirent? Les auteurs vivants? Vraie question. Hein. Vivants ou morts? Les deux. Je pense qu'on n'a pas le même rapport quand on écrit aux auteurs vivants, aux auteurs morts. Parce que les auteurs morts... Alors, commencez par les morts. Par les morts, il y a du monde. Hein. Franchement, il y en a tellement des auteurs morts. Franchement, ils sont hyper nombreux. Il y en a plein les bibliothèques des auteurs morts. Ouais. Mais ceux qui sont les plus importants pour moi, je pense que le numéro 1, c'est Maupassant. En vrai, Maupassant, ça défie les siècles. C'est simple, intelligent... c'est très, comment dire, c'est de l'humour noir, c'est méchant, et en même temps vous pouvez lire Maupassant à 12 ans, il n'y a pas de problème, on comprend. Vous lisez les nouvelles de Maupassant, le collier, là, l'affaire du collier, je ne sais plus comment ça s'appelle, non, la parure, c'est ça, l'affaire du collier, c'est Black et Mortimer, je me suis un petit peu... C'est un peu le même délire, mais la parure, c'est super la parure, c'est incroyable. Enfin, qui a lu la parure ici ? Est-ce qu'on t'a parlé? J'ai demandé aux gens qui sont là. Qui a lu la parure? demandé aux gens. Ouais. Ok, donc vous voyez l'histoire. Voilà, c'est cette femme qui passe toute sa vie à rembourser une parure qui en fait qu'elle a perdue, croyant que ça valait des millions de francs. Et à la fin de l'histoire, je vous dis pas la fin parce qu'il y en a qui vont la lire en sortant. Mais c'est super. Boule de Suif de Maupassant. C'est l'enfer cette nouvelle de Maupassant. Vous lisez ça, mais vous êtes, c'est terrible. C'est l'histoire d'un viol pour sauver toute une calèche, quoi. Enfin. C'est une vie de Maupassant. Jeanne, dans Une vie. Moi, je me souviens, je lisais ça à la fin de l'école primaire et au collège. Et je me disais, franchement, je préfère être une femme en 2000 qu'en 1870, parce que c'était pas facile, quoi. Enfin, non, Maupassant, c'est quoi? C'est 18e ou 19e? 19e, ouais. J'ai l'impression d'être au juste prix. C'est plus, c'est moins. Non, mais Maupassant, pour moi, est très important parce que c'est la preuve absolue qu'on peut être un homme alcoolique, misogyne, obèse, qui meurt de syphilis, complètement taré. Et 300, 400, 500, 600 ans après, on continue à faire lire ça à des gamins de 10 ans en disant ça c'est de la vraie littérature et ça, c'est vraiment ce qui est important dans l'éducation. Et tout le monde est là en disant mais oui, absolument. Et vraiment, moi, ça me fascine et je trouve ça super. Une fois qu'on a dit ça, donc Maupassant, très important. Flaubert, mais dans un autre délire. Flaubert, c'est vraiment le type... Il rigole pas vraiment, quoi. Enfin, c'est pas, on lit pas Madame Bovary à 12 ans, quoi. Oui. Moi, je me souviens d'une anecdote. Je vous raconte cette anecdote parce que je pense vous allez comprendre mon truc. Quand j'étais en 4e, on a lu Madame Bovary en classe. La prof me dit, vous lisez Madame Bovary. 2 semaines après, on fera un compte rendu de lecture pour voir ce que vous en avez pensé. Les 2 semaines après arrivent. Alors, quelqu'un veut dire quelque chose. Personne parle. Et au fond de la classe, il y a une voix qui dit... Pardon pour la trivialité des mots que je vais employer, mais c'était les mots à ce moment-là qui crient dans la classe. Madame Bovary, c'est juste une pute. Voilà. Et la prof dit très bien, expliquez-moi votre point de vue. Le personnage du fond de la classe se lève et dit voilà, Madame Bovary, je suis désolée, elle est mariée à un médecin, lui il travaille, elle en profite pour claquer toute la thune de son mari, se taper des clercs de notaire et tous les mecs qui passent. Franchement, c'est une pute. Et je pense que je me souviendrai toujours de cette scène, parce qu'on a passé 1 heure sur la question, Madame Bovary est-elle ou non une prostituée? Mais n'empêche que j'ai pas la réponse. Enfin, en fait, quand vous lisez Madame Bovary avec les yeux
de quelqu'un qui a 14 ans dans les années 2000 et d'un garçon, on peut considérer que... Elle est super, Madame Bovary. Moi, j'adore Madame Bovary. Elle est incroyable. Bon, elle finit mal, comme toutes les femmes jusqu'en 2020 dans la littérature. Hein, voilà. Mais je trouve que le cas Bovary pose des questions morales, sociales, féminines, de place dans la société, dans le couple. Le pauvre Charles Bovary, quoi. Mais tout le monde se fout de sa gueule pendant tout le bouquin. Charles Bovary, c'est l'enfer pour lui. C'est vraiment le Calimero, quoi. Et du début à la fin, c'est un idiot absolu. Pendant que sa femme est d'une intelligence désespérée. Parce que quand même, les types qu'elle s'envoie dans les calèches, c'est pas des prix Nobel, quoi. C'est vraiment Lucien. Lucien, et je dis ça, mon neveu, il s'appelle Lucien. Mon grand-père s'appelle Lucien. Mais je me dis... À cause de ce livre, Lucien, ce prénom est sali à jamais, quoi. Voilà. Pourquoi je vous disais ça? Donc, mort, Flaubert n'est pas dans le même délire que... Voilà. Je pense que Flaubert, il faut attendre 17-18 ans pour vraiment comprendre ce que ça raconte. Et après, dans les auteurs vivants... Ouais, Marguerite oui, on va pas faire tous les morts. Voilà. Mais encore chaud. Voilà. C'est enregistré ou pas, cette rencontre? Oui. Mais on la filera pas à Bunal. Non, non, vaut mieux pas, non. Mais dans les auteurs vivants, c'est Marie-Hélène Lafon, qui est vraiment... la patronne. Grande patronne. Ouais. Grande patronne d'1m55, Marie-Hélène Lafon. Vraiment, aller regarder des rencontres... Enfin, si jamais elle est invitée ici, invitez Marie-Hélène Lafon, ça serait bien. C'est incroyable d'assister à une rencontre parce que moi, après, on est nés à 50 km d'écart. Nos parents ont fait du Saint-Nectaire tous les deux. Donc on s'entend bien, quoi. Mais la façon qu'elle a d'utiliser la langue française et ce qu'elle raconte, et elle parle du Cantal, et elle parle du Puy-de-Dôme, et elle parle de ces zones-là, et personne n'en parle aussi bien qu'elle, et personne n'en parle tout court. Donc Marie-Hélène Lafon, c'est la boss actuellement. On peut mettre, mais assez loin de Marie-Hélène Lafon, Franck Bouys. C'est quelqu'un d'important. Un livre de Franck Bouys qui s'appelle Plateau, qui se passe en Corrèze. Pour l'anecdote, franchement, vous allez repartir, c'est la blinde d'anecdotes, mais il y a un hameau en Corrèze qui s'appelle Les Plats. C'est un peu nul comme nom de hameau, mais au Plat, il y a un petit cimetière, et au cimetière, il y a les Chazal-Coulon, juste à côté des Bouys. On est dans le même cimetière avec Franck. Donc du coup, quand j'ai enterré ma grand-mère, je me suis dit, je vais lui envoyer un petit mot quand même, quoi. Pour lui dire, je pense à toi, quoi. Et donc, juste à côté, il y a le grand-père de Franck Bouys qui était meunier au Plat. C'est quand même fou, ça. Le monde est tout petit. Voilà. Et les cimetières aussi. Voilà. Sinon, en vivant, Marie-Hélène Lafon aussi, si, il y a Pierre Michon. Oui. Les vies minuscules de Pierre Michon. Il faut lire ça. C'est incroyable. Et parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a un parcours incroyable en littérature. Je pense que je cite quand même Clara Dupont-Moreau. Parce que d'être capable de faire des très bons romans sur l'âge médiéval, sur Aliénor d'Aquitaine, et de faire un roman sur ce que c'est que d'avoir un frère handicapé au fin fond des Cévennes, avec une telle maîtrise, c'est assez rare. Donc je la cite. Et en plus, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut écouter, qui est très intelligente. Moi, je suis très marquée par l'intelligence des gens, plus que par leur verve. Si on veut vraiment rajouter un quatrième nom, Joyce Carol Oates. Oui. Et Stephen King, mais Stephen King, c'est évident. Enfin, si je vous mets Stephen King, oui, il y a J.K. Rowling, c'est important aussi. Mais Joyce Carol Oates, c'est quand même cette personne qui écrit 6 livres par an et qui écrit que des bons livres. Parce que 6 livres par an, faire 6 livres par an qui sont bons, c'est du génie. Hein. Donc, elle ressemble un peu à Marie-Hélène Lafon, mais en Amérique. En Amérique. Ouais. Donc avec plus de cheeseburger, quoi. Voilà. Mais voilà, mes 4, je mettrais ça dans les 4. Mais il y en aurait plein, il y en aurait énormément. Dans des choses que j'avais imaginées puis que j'ai pas fait, parce que la soirée allait durer 5 heures. Je pensais inviter Clara Dupont-Moreau et puis je l'ai pas fait, j'ai pas osé. Et puis Paul avait prévu de faire passer une vache de là jusque là, super, ça. Et on n'a pas trouvé la vache volontaire. Et puis une férandaise, il aurait fallu faire venir une férandaise. Bon.
5e mouvement, une personnalité. Vous avez donné 2 noms, j'en ai retenu qu'un. Parce que l'autre nom, c'était Pascal Didier. Non, parce que ce qui se passe, en fait, parce que là, il faut que la mascarade s'arrête maintenant. Pascal Didier me vouvoie depuis le début, on se connaît depuis 12 ans. Il m'a vu naître en littérature. Donc on va passer au tutoiement maintenant, là, si ça vous va. Donc voilà, mes 2 personnalités, c'est Pascal Didier et Jodie Foster. Ce qui est pas mal. Du coup, je t'ai avoué tout à l'heure que j'étais amoureux de Jodie Foster quand j'avais 13 ans. Et moi, je t'ai dit que moi aussi, à 13 ans, j'étais amoureuse de Jodie Foster. Franchement, c'est compliqué de ne pas être amoureux. Enfin, attendez. Levez la main, ceux qui trouvent que cette femme n'a vraiment aucun intérêt. Personne ne lève la main. Voilà. Elle a non, mais j'explique quand même. Je ne sais plus en quelle année c'était. Je me souviens juste qu'à la télé, début des années 2000, au journal de 20h, elle est interviewée. Moi, je ne sais pas qui est cette personne. Elle parle dans un français absolument parfait, par ailleurs. Et je crois qu'elle vient pour parler d'un film qui est Panic Room, qui était son premier film en tant que productrice. Je crois que c'était pour ça. Et je l'écoute pendant un quart d'heure. Et je me dis, et j'ai eu une sorte de, mais comme on a à l'adolescence, quoi, une sorte de petit béguin, quoi. Et donc je vais voir un peu ces films. Donc je découvre Taxi Driver, je découvre Le Silence des agneaux, ouais. Et je découvre le parcours de cette femme. Et je me dis, mais en fait, elle parle très bien. Enfin, je veux dire, elle parle bien de ce qu'elle fait, de ce que c'est que de faire des films, de les écrire, de les produire. Elle est très belle, voilà. Enfin, moi, je la trouve vraiment très belle, mais c'est pas ça qui joue en premier lieu. Et surtout, elle a une carrière en cinéma international que moi, j'aimerais avoir en littérature française. C'est une sorte c'est un peu, je trouve, un symbole d'un succès discret pour moi, Jodie Foster. Voilà. Non, mais en fait, je pense que je suis toujours le béguin pour Jodie Foster. Hein. Mais j'ai aussi ce sentiment que j'aimerais qu'il y ait plus de stars du cinéma, de la musique, mais un peu comme dans un autre genre, Gérard Manset, qui est très discret, mais que tout le monde connaît. Enfin, si vous l'écoutez la chanson, tout le monde connaît. D'être capable à la fois d'avoir cette aura, tout en étant très caché. Et ben moi, ça me fait un petit peu envie. C'est pas de la jalousie, c'est de l'envie en me disant comment on fait pour travailler ça, comment on fait pour avoir 90% de talent et 10% de génie. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'on est avec ça? Est-ce qu'on l'a dès le berceau? Ou est-ce que c'est quelque chose qui se travaille? Et si c'est quelque chose qui se travaille, à quel moment on sait qu'on fait le bon choix? Voilà. Si quelqu'un a la réponse... Marguerite Yourcenar, Jodie Foster, c'est aussi des femmes qui ont permis qu'une femme comme Cécile Coulon aujourd'hui puisse dire j'aime une femme dans des poèmes, écrire des poèmes d'amour. Ouais, bien sûr. Même si Jodie Foster, elle a fait son coming out très récemment. Très tardivement. Très tardivement. Ouais. Mais alors moi, dans ma vie, ça n'a jamais été un problème. C'est une question de génération et j'ai eu de la chance, encore une fois, de grandir à une époque et dans un milieu où on ne fait pas franchement la différence. J'imagine que Jodie Foster ou Marguerite Yourcenar, dans des façons très différentes, ont été dans l'adolescence des sortes de références homosexuelles pour moi. On a toujours besoin de références quand on est adolescent, surtout dans son intimité. Donc moi, c'était pas Jean-Jacques Goldman, c'était Jodie Foster. Après, je trouve qu'actuellement, qu'on en fait des caisses sur la sexualité des gens. Et si on veut que toutes les sexualités soient acceptées, je pense aussi qu'il faut arrêter d'en faire des caisses sur la sexualité de tout le monde. En fait, je sais pas, je pense à ça parce qu'il y a eu un procès là actuellement avec Johnny Depp. Sûr, le truc prend des proportions folles. Moi, je me souviens, il y a quelques années, il y a le chanteur Ricky Martin. Vous voyez qui c'est, Ricky Martin? Voilà, Undo Stress, grande chanson, grand texte. Ricky Martin, il a fait son coming out, mais ça a été un truc repris sur toutes les télés du monde. Et en fait, moi, je m'interroge pourquoi l'intimité de gens connus ou pas connus fait tant parler. Alors que si on veut
qu'être avec une femme, un homme, deux femmes, deux hommes, et pourquoi pas deux femmes et deux hommes en même temps, même s'il faut avoir une très grande maison pour ça. Si on veut que ça fasse partie de la vie de chacun, en fait, il faut arrêter pas d'en parler tout court, mais arrêter d'en faire des caisses sur le sujet, quoi. Enfin, moi, ça me... C'est un vaste débat, ouais. Moi, on m'a beaucoup demandé d'être porte-parole pour des associations, pour des... Et en fait, je sais pas quoi dire. A priori, c'est vrai que je trouve que Jodie Foster, elle est vachement plus sexy que Bill Clinton, par exemple. Mais je pense qu'il y a plein de gens ici qui sont d'accord avec moi. Voilà. Et je pense aussi que l'intimité des gens et leurs désirs et leurs amours, c'est des choses qui sont tellement fluctuantes au gré du temps, des époques, et des non-dits et des interdits, qu'on ne peut absolument pas dire et mettre et faire absolument des petites boîtes. On dit, tiens, telle personne sera avec machin, donc ça veut dire que toute sa vie, elle va faire ci. Je suis très étonnée de voir à quel point aujourd'hui on a besoin d'avoir des combats pour les homos, des combats pour les trans, des combats pour ci. En fait, qu'on accepte chacun dans ses intimités est terminé. Et que, évidemment, on vienne en aide aux gens qui sont jetés dehors par leurs parents ou par leur famille parce qu'ils ne conviennent pas. Évidemment, on est bien d'accord. Mais sinon, franchement, là, toutes les séries Netflix, tous les bouquins où tout le monde raconte avec qui il couche et tout. Mais peut-être que moi, je couche pas avec assez de gens pour pouvoir faire un livre dessus. C'est peut-être ça aussi. Je me dis... C'est parce que vous vivez à Clermont-Ferrand et pas à Paris. Mais à Clermont-Ferrand, on a vraiment une sexualité débordante. Mais plus avec des animaux, vous voyez Non, mais peut-être que je suis jalouse, en fait. Et que je me dis, moi, j'aimerais bien avoir plein d'histoires comme ça. Je pourrais faire un livre dessus. Mais moi, si je fais un livre sur mes coucheries, ça fait une préface, quoi. Non, mais bref, tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez compris mon truc. Cécile, Cyrielle va vous interroger sur le succès. J'ai juste 2 vers à te dire. Je sens ma vie trembler à chaque fois qu'entre mes lèvres, tes lèvres bougent. Et puis, je veux juste vous rappeler que la petite boîte noire, vous pouvez l'ouvrir quand vous voulez. Quand vous voulez, mais maintenant, quand même, visiblement. Oh là, il y a du fromage dedans. Ça sent le fromage. Ça sent le fromage. On en a parlé toute la soirée de ce fromage. C'est du Saint-Nectaire. C'est du Saint-Nectaire. Est-ce que je peux l'ouvrir à la fin? Parce que on pourra l'ouvrir à la fin et on pourra même le manger tout à l'heure. Ouais. Voilà. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée, hein, du Saint-Nectaire. Ouais. Cyrielle. Sans transition aucune. Vous avez reçu le Grand Prix Apollinaire pour votre recueil de poésie Les Ronces. Ouais. Avec ça, vous avez prouvé que le talent et le travail, ça n'attend ni les années, ni ce qu'on appelle l'expérience. Mais c'était pas si évident que ça à l'époque. Il y a eu des réactions diverses et variées, des réactions violentes, parce que c'était pas si évident que ça, si je peux me permettre, qu'une petite jeune débarque et balaye tout le monde. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette période, de comment vous l'avez vécue? Ah, c'était dur. Hein. En fait, j'ai eu le prix Apollinaire donc pour le premier recueil, Les Ronces. Déjà, quand le recueil est sorti, il y a eu quelques grincements. Après, il y a eu un premier prix qui était le prix de la Société des gens de lettres. Et après, on m'a dit, t'es dans la liste du prix Apollinaire. Je ne savais pas ce qu'était le prix Apollinaire. On me dit, c'est le prix important en poésie, quoi. Et on m'appelle un jour, je me souviens, j'étais en Corrèze, justement. Et on me dit, en fait, Cécile, c'est toi qui vas recevoir le prix Apollinaire. Et moi, je suis tellement contente. Et je me dis, c'est super. Et en fait, je reçois le prix. Et le lendemain, mais ça a été vraiment une douche d'insultes, de commentaires, de harcèlement. Je recevais des lettres anonymes chez moi. Il y a une pétition qui est passée pour qu'on me l'enlève. Et donc pendant plusieurs semaines, j'ai eu une vraie angoisse. Où, je me réveillais à 3h du matin. J'appelais ma meilleure amie. Je lui dis, il faut qu'on aille marcher un peu parce que je me sens trop mal. Et je me souviens qu'après ça, j'étais sur la liste pour un prix à Lyon qui s'appelle le prix Kowalski, je crois. Kowalski, c'est le nom d'un des pingouins dans Madagascar. Ça doit pas être que ça. Je pense que c'est pas ça le vrai nom du prix. Je crois que j'ai mélangé 2 choses là encore. Non, mais je crois que c'est ça. C'est un nom comme ça. Et en fait, ils me disent, vous êtes sur la shortlist du prix. Et j'ai envoyé un mail à la personne qui s'occupait du prix en lui disant, si c'est moi qui ai le prix, je vais le refuser. Donc donnez-le à quelqu'un d'autre. Et pour faire ça, ça veut dire qu'on est quand même très très angoissé. Hein. Mais parce que pendant des semaines et des semaines, j'avais la moitié de l'édition de poésie qui me disait, mais en fait, vous ne le méritez pas, ce prix. Vous venez d'arriver, vous croyez quoi? Il y a des gens, ça fait 30 ans qu'ils sont dans cette liste, tout ça. Et il y avait un tag en bas de chez moi qui disait, la poésie n'a pas besoin de vous. Et en même temps, après coup, on se dit,
tout ça pour un recueil de poèmes. Il y a une petite magie. Il y a quelque chose, quoi. Mais quand c'est vous, c'est pas très drôle. Donc pendant 2 mois, ça a été dur. Et même s'il y a des choses beaucoup plus dures dans la vie que ça. Hein. Et après, je me suis dit... c'est bien fait pour eux, quoi. Et c'est encore mieux fait pour moi. Enfin, en fait... Carrément. Il n'y a pas eu de, de stratégie ni rien. Même l'éditeur, quand il m'a appelé pour me dire, il me dit Cécile, c'est toi qui vas avoir le prix, mais je pense qu'il n'y croyait pas. Moi, ça m'a permis de continuer à publier de la poésie, à en éditer. Et c'est surtout une des meilleures ventes de poésie, enfin pour ne pas dire la meilleure vente de poésie depuis que c'est paru. Ouais. Depuis que c'est, en grand format, ce qui est incroyable. Grâce à ce recueil de poèmes, je me suis acheté une voiture il y a 4 jours. Ce qui est quand même super. Rarement on peut dire ça. C'est une Audi, mais d'occasion. Ça permet de ne plus prendre le train entre Clermont et Paris, ouais. Bref, tout ça pour dire que ça a bien marché, les ronces. Mais au prix d'immenses angoisses, parce que vraiment, quand tous les jours, vous avez des mails et des messages qui vous insultent en vous disant « mais vous êtes la lie de la société », c'est comme si on donnait un prix Nobel à une truie. On m'a envoyé ça. Et moi, j'étais là, j'avais envie de leur dire, mais franchement, c'est pas sympa pour les truies, parce que c'est vraiment un animal adorable qui se rapproche le plus de l'homme, la truie. Enfin, mais c'est vrai, en plus, c'est ce qu'on dissèque quand vous faites médecine, vous voyez. Donc, c'est vraiment pas sympa. Et ça a duré. Et je me dis, mais c'est quand même fou de mettre autant d'énergie et de rage pour un recueil de poèmes. Ce qui, maintenant, m'apparaît comme une sorte de grande importance de la poésie dans la vie de certaines personnes. Et heureusement pour vos lecteurs, vous êtes toujours là. Ouais. J'ai une dernière question. Vous avez fait des études de lettres, mais vous avez aussi appris le cinéma. Ouais. Pour l'instant, aucun de vos romans n'a été adapté au cinéma. Si vous deviez réaliser l'un de vos romans, ce serait lequel ? Alors, je ne pourrais pas réaliser un de mes livres parce que j'en serais incapable. C'est pour la question. Ok, d'accord, c'est pour la question. Si je devais en réaliser un, franchement, je pense que ce serait Une bête au paradis, qui est pour moi le plus réalisable. En ce moment, il y a des options qui sont posées sur plusieurs des romans, ce qui est super. Mais le plus... Celui qui, pour moi, a le plus de matière cinématographique, c'est Une bête au paradis. Paul pourra se charger de trouver une vache. On va prendre évidemment quelques questions du public, mais on va terminer avec le 6e et dernier mouvement. C'est un mot. Ouais. La douceur. Parce que j'imagine que c'est ce dont j'ai besoin quand je suis dans des endroits où je ne devrais pas être. Et quand je parle d'endroit, c'est au sens littéral du terme, mais aussi au sens psychologique du terme. Et moi, je ne crois pas du tout à cette espèce de sentiment contemporain qu'il faut secouer les gens et leur dire bouge-toi les fesses, vas-y, défonce tout, t'es le meilleur. Moi, je pense qu'il faut dire aux gens bouge-toi les fesses, mais vas-y doucement, en fait. Je pense que c'est toujours plus intelligent de faire les choses en douceur. Et je ne parle pas que de sexualité. Je parle aussi de changement de vie, de carrière, de ce qu'on appelle des carrières, parce que c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui, de famille. Après, ça fait très Christophe André, ce que je suis en train de dire. Mais on est dans la même maison d'édition et c'est vraiment un super gars. Ouais. Mais j'imagine qu'on est dans un moment social où la violence est omniprésente dans toutes les strates. Si on peut avoir un espace, un tout petit espace, une cour de récré de douceur, ça fera pas de mal. Ouais, vous parlez même du devoir de douceur dans un poème. Je crois qu'on a... Tout à l'heure, je disais pourquoi j'aimerais être à Ésaü, parce que c'est un endroit où je sais que je ne ferai jamais de mal à qui que ce soit, et personne ne me fera jamais de mal. J'imagine qu'à chaque fois qu'on est en lien avec une personne, que ce soit pour 10 minutes ou pour 10 ans, il y a un devoir de douceur. Est-ce que vous avez des questions ? Madame. Je m'appelle Myriam et j'ai la chance d'être romancière aussi. Donc j'écris des romans policiers. Et il y a 20 ans, Pascal, vous aviez organisé une conférence avec Aurélie Filippetti. Et je lui avais demandé
alors je lui avais dit, mon rêve, c'est d'écrire un roman. Et elle m'avait dit, donc je lui ai demandé un conseil. Elle m'a dit, il faut toujours persévérer. Toujours, toujours, toujours. Et là, j'ai envie de vous poser une question, Cécile, j'ai besoin d'un autre conseil. En fait, je suis auteure de romans policiers et il y a un ami qui m'a dit récemment, j'admire les gens qui écrivent des romans parce qu'ils arrivent à dire leurs émotions, enfin à écrire leurs émotions. Mais moi, j'ai l'impression que je me cache derrière mes personnages. Ça veut dire que j'écris des romans policiers, mais j'écris des choses sur moi, sur mes émotions, mais j'arrive pas à les partager. Et quand j'ai vu sur ma compte Instagram de Pascal que je vous connaissais pas avant l'annonce de cette conférence, et j'ai regardé votre compte Instagram, j'ai regardé un peu votre parcours, et je me suis dit, mais comment elle fait, quoi ? Comment elle fait pour se mettre à nu comme ça ? Ça, je pense qu'on peut tous le faire. On peut tous parler de ses émotions, mais comment vous faites à le partager, quoi ? À le partager, des émotions, quelque chose d'assez intime. Et on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Moi, je suis vraiment votre contraire parfait parce que je suis auteure. J'ai une éditrice, elle me dit, mais mets des choses sur toi, sur les textes que tu as écrits, même partager des extraits de mon livre. Mais j'y arrive pas, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez, si vous avez un conseil. Alors, je ne sais pas si c'est de la psychologie, si c'est un... mais je sais pas. Non, je pense qu'il y a deux questions dans votre question. Il y a le fait de parler de soi dans des textes qu'on écrit et de parler de soi sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai été coachée, même si c'est un gros mot. Mais en fait, j'ai regardé ce que faisaient les auteurs et les autrices que je suivais et qui m'ont dit, il faut que tu traces une ligne dans le sable et tu dises, voilà, je suis capable de parler de moi jusqu'à tel endroit. Et au-delà de ça, non. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, quand j'ai changé de maison d'édition, quand je suis arrivée aux éditions de l'Iconoclaste, l'éditrice m'a dit quelque chose d'assez... qui m'a beaucoup émue et qui a, j'imagine, changé ma perception de ces choses-là dans mon écriture, parce que, par exemple, Une bête au paradis, c'est sans doute mon roman le plus personnel. Et elle m'a dit, tu sais, en fait, tu as la chance... Et le talent qu'il faut pour publier des livres, pour être lu, si tu n'y mets pas un peu de toi-même, ça ne sert à rien. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça, et il m'a fallu un peu de temps à comprendre comment on faisait, mais généralement, mettre un peu de soi-même, c'est accepter de dire j'ai des fragilités, il y a des espaces où je ne me sens pas bien, je ne suis pas à ma place. Et je reprends ce que disait Marianne Lafont, la question des nuages de fumée. Moi, je n'écris pas un roman en disant « je ne suis pas à ma place ». J'écris un roman où je mets un personnage qui ne se sent pas à sa place et je raconte ce que ressent ce personnage. Et je sais très bien pourquoi je raconte ça. Donc, j'imagine que parfois, d'avoir un petit coup de pouce de l'extérieur qui, en édition ou pour les réseaux sociaux, ça aide. Il faut demander conseil. Voilà comment j'ai fait. Il y a une question de Paul, justement. Ouais. Alors, cette question m'est venue au fur et à mesure de la conférence et Sylvie va me tuer de poser la question parce que c'est pas du tout France Inter. Mais en fait, j'ai tilté quand tu as dit un truc tout à l'heure en parlant de la fête foraine et où tu as dit le problème avec le progrès. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans ta dernière réponse, tu as dit à un moment ne pas répondre à l'injonction contemporaine, etc. Et ça m'a fait penser... aux auteurs que tu as cités. Il y a 3 des auteurs que tu as cités ce soir comme étant des références. Il y a Maupassant, qui est un auteur profondément pessimiste, dans lequel l'arrivée à la vie le corrompt, salit quelque part, et il parle de destinées qui sont profondément ridicules, comme celle de Bel-Ami, qui est un livre incroyable de Maupassant. Tu as parlé de Flaubert, qui est un grand critique de la modernité. Je pense. Alors, tout à l'heure, tu as dit c'est pas marrant Flaubert, mais quand on lit le dictionnaire des idées reçues ou son journal, oui. c'est à pleurer de rire, franchement. C'est même d'ailleurs, c'est Proust, je crois, qui était super en colère en disant c'est pas possible que le même type ait écrit les deux, parce que voilà, c'est extrêmement drôle, mais il a une pensée très incisive contre la modernité et où il peint son époque de cette manière. Et puis, tu as cité Yourcenar, qui est une auteure qui est quand même obsédée par l'idée de la décadence, ce qu'on voit dans les mémoires d'Adrien, qui est un moment phare de l'époque romaine, et même dans ses essais qui sont moins connus. Moi, je suis un grand fan de Yourcenar, je suis tout à fait d'accord avec toi, comme la tour de la prison, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un de ses essais, où elle est obsédée par l'idée de la décadence. Et dans ce que tu as aussi raconté sur
cette histoire de monter à Paris, le rêve de monter à Paris. J'ai pensé à un auteur comme Maurice Barrès, qui a écrit Les Déracinés. Alors, pour plein de raisons, Maurice Barrès est devenu un peu un gros mot. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est un immense auteur et que Les Déracinés est un des plus grands livres du XXe siècle, vraiment. Mais ça montre quand même cette histoire de la vanité de ces jeunes gens qui montent à Paris pour y trouver quelque chose de meilleur que leur province. Et en fait, c'est profondément pitoyable. Donc, en fait, ma question, c'était de savoir si tu te considérais comme une romancière anti-moderne, voire une romancière conservatrice. Et si je veux pas que Sylvie me tue, je demanderais pas une romancière de droite, quoi. Je pense que je me considère... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me considèrent comme une romancière de droite. Même si moi, je me sens pas comme une romancière de droite. Je me sens comme quelqu'un qui ne veut pas que son village devienne une grande ville. Alors, je sais pas si ça veut dire être à droite. Je sais pas ce que ça signifie. Peut-être anti-moderne. Conservateur, je suis pas sûre. Parce que conservateur, ça voudrait dire que je trouve que le 6e arrondissement de Paris, c'est vraiment un endroit incroyable pour vivre. Et c'est pas vrai. Mais je vous racontais cet épisode du Mickey, là, du pompon tout à l'heure. Mais je pourrais dire à une autre échelle sur... Et là, ce que je vais dire, c'est tellement boomer, comme on dit aujourd'hui. Mais moi, quand j'étais petite, dans le village où je suis née, les mercredis, samedis et dimanches, de 9h30 du matin jusqu'à 18h30 le soir, on était dans le village, on faisait ce qu'on voulait, il fallait juste qu'on soit rentré à 18h30. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de cabine téléphonique. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait un vélo, et il y avait les lacs, les volcans, mais on partait. Évidemment, les gens nous voyaient passer. Donc, aujourd'hui, dans le même village, donc 31 ans après, il n'y a pas un gamin qui peut faire 500 mètres sans qu'il ait un portable pour que ses parents puissent le pister, localiser. Il n'y a pas un gamin qui puisse prendre le vélo pour faire 10 bornes et aller au village d'à côté. Tout le monde a peur de tout. Pas que des araignées, quoi. Et j'imagine qu'être un peu anti-moderne, c'est le sentiment que le progrès crée plus de peur que d'espace de refuge. Donc, dans cette idée-là, je suis anti-moderne. Est-ce que ça veut dire être de droite ? Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais je crois aussi qu'actuellement, les questions de gauche et de droite, elles n'existent plus. Et que pour le coup, c'est très, très conservateur de vouloir dire il y a la gauche et la droite. Bon, ça, on en parlera après, si tu veux. Mais... Je voudrais juste que les gens, qu'on soit capable d'être seul avec soi-même, d'être seul en forêt, en prairie, en rivière, je ne sais où, sans avoir forcément à poster une photo de la forêt, de la rivière et tout ça, sans avoir forcément à passer 15 coups de fil parce qu'on se sent seul, et surtout qu'on fasse la différence entre l'isolement et la solitude. Et je pense qu'aujourd'hui, on est très, très isolé, mais on n'a aucun rapport à la solitude. Et on ne fait plus la différence. Peut-être que tout se joue autour de ça. Voilà. On va prendre une autre. J'ai juste une anecdote pour contrebalancer un souvenir personnel. À la dernière présidentielle, il y avait un candidat à la présidentielle qui était fan de Cécile Coulon. Ah, oui. Voilà. C'était Benoît Hamon. Ouais, et puis il a perdu d'ailleurs. Et moi, j'avais voté pour lui. Hein. Ah oui. Et franchement, j'ai vu le résultat, j'ai dit voilà, moi je suis pas toujours dans le camp de ceux qui gagnent, visiblement. Madame. Le micro arrive. Bonsoir. Bon, je me permets de te tutoyer parce qu'on s'était connus en atelier d'écriture il y a un petit moment. Absolument, déjà. à Nancy. Oui, exactement. Ouais. Je te dis déjà plusieurs merci parce que grâce à toi, j'ai découvert Hélène ou le règne végétal de Cadou. J'ai tout lu, j'adore. Grâce à toi, j'ai quitté mon copain avec les fins du traité du Vincoba. Grâce à toi, je me suis mise à écrire de la poésie et j'ai même réussi à être publiée un petit peu. Mais c'est trop bien ça. Mais du coup, petit état des lieux sur la poésie parce que j'ai suivi du coup ce qui est le tollé que tu vivais quand c'est sorti. Et c'était une douche froide, en même temps c'est un combat. Alors est-ce que tu te sens peut-être militante dans ta démarche poétique? Parce que j'ai quand même l'impression qu'on nous apprend souvent la poésie comme un exercice de style. Oui. Comme quelque chose, la perfection, l'inatteignable, l'intouchable. Et j'ai quand même l'impression que tu remets la poésie comme l'intime. Et ce que dit Rilke dans L'être un jeune poète, faut pas se demander si c'est bon ou si c'est mauvais, il faut se demander si on a besoin de le faire ou pas. Et quel état des lieux tu fais, toi, en tant que poétesse, qui publie en ligne aussi, ces choses-là? Pour moi, il y a deux états des lieux. Il y a un état des lieux qui est scolaire,
qui est qu'à partir de la maternelle ou primaire, on fait des poèmes avec des rimes, parce que c'est ça un poème, ça rime. Ensuite, au collège et au lycée, on fait des poèmes avec des alexandrins, des octosyllabes, avec un lexique propre à la poésie qu'on apprend. Et moi, comme beaucoup d'élèves, je suis passée au tableau, j'ai récité Victor Hugo, j'ai récité Alfred de Vigny, je connais encore ses poèmes par cœur, j'ai adoré les apprendre et les comprendre, vraiment. Un des recueils de poèmes les plus importants pour moi, c'est sans doute Les Châtiments de Victor Hugo. Mais je pense que c'est un héritage tellement lourd. C'est-à-dire qu'on sort de toutes ces années d'école, et donc la poésie, c'est ça. Et s'il y a quelques personnes qui ont éventuellement lu Prévert et Maurice Carême, ben oui. Mais Cadou, on parle de René Guy Cadou, n'est pas lu en primaire ni au collège, ce qui est dommage. Peut-être que si maintenant, je ne sais pas. Il devrait ici parce qu'il a quand même écrit sur la Moselle. Ah oui, alors c'est très bien. Mais même moi, quand on me dit, vous vous rendez compte quand même, il y a Rimbaud. Rimbaud, c'est hyper novateur. Moi, je lis Rimbaud. Ouais, j'aime 2 lignes que je trouve superbes, mais je comprends pas ça ne me parle pas. Victor Hugo me parle beaucoup plus que Rimbaud, hein, franchement. Donc, à côté de ça, il y a tout ce qui se fait en ligne. Il y a aussi toute la poésie sud-américaine, canadienne. Il y a aussi tout ce qui s'est passé dans la chanson française. On a parlé de Gérard Manset. Si on prend, moi j'étais biberonnée à Jean Ferrat, parce que la montagne, quoi. Voilà, on adore. On connaît par cœur. Bon, il a repris Aragon, c'est sublime, mais on considère que c'est de la chanson française. Ceux qui aiment Jean Ferrat vont dire c'est de la poésie, mais c'est passé par un autre canal. Donc moi, mon état des lieux en tant que poétesse, c'est il y a vraiment un fossé entre l'école, ce qu'on nous apprend à l'école, et ce qu'on écrit ensuite si on a besoin de l'écrire, mais il faut quand même connaître ce qu'on apprend à l'école. J'en suis absolument persuadée. Et surtout que la France est un pays où il y a un nombre de maisons d'édition de poésie colossal. On a une proposition poétique qui est énorme, mais qui est difficile à trouver. Pourquoi ? Parce qu'on considère que la poésie, c'est Apollinaire, que c'est Rimbaud pour ce qui est le plus contemporain. Allez, on va rajouter Yves Bonnefoy, Jacotet, pour plus contemporain, mais déjà mort, malheureusement. Mais si je vous demande ici, est-ce que vous pouvez me citer un poète vivant qui vous parle et qui a publié un livre ces 3 dernières années ? Cécile Coulot. Christian Bobin, mais ouais, mais Bobin, c'est... Il est super, Bobin. Bobin, on adore Christian Bobin. Pardon, quelqu'un a dit Christian Bobin ou c'est moi qui me suis enflammée toute seule ? Quelqu'un l'a dit. Hein. Moi, j'adore Christian Bobin. Mais Christian Bobin, il se fait... Enfin, les gens, moi, qui m'ont insulté, ils insultent Christian Bobin à longueur de journée en disant que c'est pas de la poésie et que c'est du Christophe André mis en vers. Vraiment, hein. Enfin, et c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est très beau, Christian Bobin. Mais il y a Thomas Vino, c'est sublime, Thomas Vino. Bon, Cadou est décédé, et sa femme est décédée il n'y a pas longtemps, mais Hélène Cadou et René Guy Cadou, c'est très beau aussi. Il y a Rupi Kaur, évidemment, en poétesse canadienne, indo-canadienne. Il y a un fossé entre l'école, ce qu'il y a en ligne, ce qu'il y a en librairie et ce qui existe en publication. Les libraires font ce qu'ils peuvent pour proposer de la poésie, mais il y a tellement de gens qui écrivent de la poésie, tellement qui en publient, et si peu qui sont lus. Alors, juste pour témoigner, c'est vrai que grâce notamment à ce qui s'est passé avec les ronces, les rayons poésie quand même se sont développés, ce que fait le Castor Poche, ce que vous faites à l'Iconopop avec Alexandre Bord. On a mis tous les livres là-bas de l'Iconopop, les gens qui veulent acheter la collection que dirige Cécile, faut le faire. Ce que fait Alain Mabancou avec Point Poésie. Voilà, aujourd'hui, il y a quand même un développement de la poésie et les rayons poésie sont en train de grandir dans les librairies. Ça fait 5 ans, 4 ans que c'est en train de prendre un essor et c'est très bien. Nous, on est très heureux. Il y a des scènes ouvertes, ça passe par le slam, le rap, le chant, la déclamation, la lecture à haute voix et c'est très bien. On va avoir besoin de 5 années ou 10 années supplémentaires pour que ce soit un genre aussi populaire que le roman. C'était juste pour rebondir, je me suis lâchée. C'était pour dire que, comme si on avait le sentiment qu'il y a beaucoup moins de lecteurs en poésie qu'en roman, en fait, et qu'il y a beaucoup plus d'écrivains en poète. Ce qui est vrai, parce que moi, je me souviens quand Les Ronces, le recueil est sorti, beaucoup de gens m'ont dit
La poésie me fait peur. Moi, je lis pas de poésie parce que je comprends pas. Mais c'est un truc qui est revenu, des centaines de fois. On a fait une tournée avec des musiciens pour promouvoir ce recueil parce qu'on savait que sinon, personne ne le lirait. Donc on a vraiment mis en place des choses pour que ça devienne un objet populaire. Et c'est compréhensible parce que si vous partez du principe que la poésie, c'est forcément Victor Hugo, bien sûr que c'est pas compréhensible et touchant pour le commun des mortels. Ou alors il faut lire 5 fois, 10 fois le poème pour vraiment l'intégrer. Et peut-être que ce qui se passe aujourd'hui dans la maison d'édition, c'est de défaire un peu ça. De dire on a besoin des géants poétiques, mais on a besoin de se hisser sur leurs épaules. Voilà. On va terminer justement avec 2 poèmes. Comme tu veux. On peut en faire un seul. Parce qu'il est tard et puis ça vous laissera... Cécile sera ensuite en face à la librairie autour du monde pour signer ses livres. On va terminer, je vais vous lire... Vous m'entendez ? Ouais, c'est bien là. Je vais lire le premier texte des Ronces. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Ronces ne devaient pas s'appeler les Ronces, mais les Frites. Et que ça a été refusé parce que c'était pas assez poétique comme titre. Et le premier poème des Ronces s'intitule donc « J'aimerais vous offrir des frites ». Ça a commencé à cette heure si particulière du soir où la fin d'un jour bouscule le début d'un autre. Je suis sortie sous la pluie, j'avais faim. L'orage déversait sa grêle chaude sur les volets battants et personne ne marchait dans les rues qui suintaient jusque sur la place en contrebas, où la fontaine débordait. D'habitude, des chiens osseux se baignent dedans, mais là, pas d'aboiement, pas de sifflet, la nuit, la pluie, la chaleur. J'ai traversé. Un type m'a fait signe de l'autre côté, les 2 doigts sur la bouche entrouverte pour me demander si j'avais quelque chose à fumer. J'ai lancé une main ouverte, battante, comme les volets, pour lui signifier que non. Et j'ai continué, le visage enfoncé dans un pull trop long, les cheveux pleins de cette odeur d'une journée qui n'en finit pas. Devant l'enseigne, une jeune fille en jupe rose et un type avec une coupe de cheveux qui rappelait les meilleurs moments d'Agnès Varda attendaient leur tour pour commander un kebab avec supplément fromage. La fille regardait l'écran plat fixé au mur qui diffuse des clips de pop américaine et le gars a attrapé une bouteille de soda derrière lui en se retournant avec souplesse. Quand ils ont payé, le patron m'a lancé « Pardon pour l'attente » alors que je venais d'arriver. Et ça m'a fait sourire. Une barquette de frites avec du ketchup, ça marche, vous pouvez attendre à l'intérieur. Alors j'ai attendu debout contre le réfrigérateur devant les bacs de salade vides. C'est là qu'un homme trempé jusqu'aux os est arrivé. Et je me suis poussée pour le laisser passer. Ses vêtements dégageaient un parfum de ciment et d'alcool bon marché. Ses cheveux ras gris retenaient l'eau comme la surface des champs à 4 heures du matin. Il a commandé. Au moment où j'allais payer mes frites, il m'a fixée avec des yeux plus ronds que des becs de flamant rose, avec la bouche molle des hommes fatigués qui boivent un peu trop mais qui assument. Il m'a regardé longtemps et a bégayé « Je ne sais pas quoi vous dire ». Au début, j'ai cru qu'il se fichait de moi. Comment ça ? Il a inspiré un grand coup comme si chaque mot lui arrachait la moitié d'un poumon. « Je ne sais pas quoi vous dire, mademoiselle ». Le type derrière le comptoir écoutait d'une oreille en remplissant les bacs de frites industrielles. « Oh, vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit », j'ai répondu en secouant mon pull. « Je ne sais pas quoi vous dire car je sais qui vous êtes. » La pluie faisait des sillons légèrement irisés en tombant de son crâne sur l'arête du nez, et je ne savais pas quoi dire non plus. Minuit n'était pas loin, je venais chercher de quoi tenir jusqu'au matin, et ce type, parfaitement ivre et sain d'esprit, semblait sur le point de s'effondrer. « Je sais qui vous êtes. Vous écrivez des livres. Comment vous faites ? » « Comme je peux. » Il s'est donné une tape sur les genoux, et puis d'un seul coup, des larmes, de la sueur, de la pluie qui vient de l'intérieur, quelque chose d'humide et de sincère a voilé son regard, déjà noyé de solitude et de nuit bizarre. Il s'est tourné vers le type qui dépliait des barquettes oranges avec une précision de chirurgien dentiste. Il lui a dit « Je peux vous dire que je ne me suis pas mouillé pour rien, moi, ce soir. » Dans mon dos, le réfrigérateur ronronnait. Un léger sourire s'est installé naturellement entre mes fossettes.
Sur le comptoir, mes frites étaient prêtes, bien empaquetées. J'ai sorti une pièce de 2 € et l'homme tout mouillé m'a dit « J'aimerais vous offrir des frites, si ça ne vous dérange pas. » J'ai soupiré et j'ai laissé ma pièce entre lui et moi. Puis j'ai tendu la main, il l'a serrée. « Merci monsieur. » Et je suis sortie, mon baluchon de frites au poignet. Sur le chemin du retour, l'odeur caractéristique d'huile de friture a envahi mes narines, mes cheveux et mes vêtements. Je ne reverrai probablement jamais cet homme. En tout cas, pas comme cela. Depuis hier, je veux écrire sur lui parce que je me demande qui de nous deux, dans quelques mois, dans quelques années, sera trahi par l'image qu'il s'est construite du monde extérieur. Sera-t-on encore quelques-uns à se serrer la main à cette heure-ci du soir pour une barquette de frites tièdes et un coca sans glace? Je voudrais que la poésie soit aussi naturelle à ceux qui m'entourent que l'émotion qui jaillissait cette nuit-là, avec cette facilité improbable des moments qui n'auraient pas dû être, qui furent tout de même mal fichus, débordant de grâce et de paroles impossibles. Merci beaucoup. Bonne soirée. Les romans, la poésie, lisez Cécile Coulon, ses livres sont là-bas, il y a une librairie, il y a un bar qui est ouvert. Je vous rappelle qu'on fonctionne toujours pour ceux qui ont envie de nous soutenir avec un chapeau que vous trouverez à la fin ou une adhésion si vous avez envie d'être de l'aventure. C'était notre dernière soirée de l'année, enfin de la saison, on va dire, à Puzzle. On se retrouve en septembre, mais on sera cet été, le 13 juillet, au Festival d'Avignon, au Théâtre Transversal, pour une série de conversations d'été avec Aurélie Filippetti, Yann Lespoul, Laurine Roux, Lydie Salver et Philippe Val. Voilà, merci à vous, bonne soirée. Merci à la ville de Thionville, au Crédit Mutuel des enseignants, à toute l'équipe de Puzzle. Merci à Tram, aux amis du Castor Astral et de l'Iconoclaste. Merci infiniment à Sylvie Pereira. Et merci infiniment à toi, chère Cécile. Bonne soirée.